Donc, je sais pas, il y en a qui connaissent le rugby. Voilà, il y en a 3, donc pour les autres. Alors d'abord ouais, je ne le dis pas les autres fois parce que c'est la première fois que je viens à Grenoble, enfin à Pont-Clé, mais à Grenoble. Moi j'ai fait des études à Grenoble, et donc je suis ravi de revenir dans cette ville. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu, depuis mes études d'ailleurs. Et j'ai joué au rugby ici, à Grenoble, au GUC. Il y en a qui connaissent, le Grenoble Université Club, voilà. Et donc voilà, juste c'est genre on fait local. Parce que moi je viens de Toulouse, alors évidemment c'est pas tout à fait pareil. Vous avez remarqué, j'ai pas d'accent, par contre vous en avez beaucoup. Non mais c'est vrai, l'accent d'Isère c'est quelque chose. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu quelques règles de rugby, hein, d'accord? Alors le rugby c'est un sport intellectuel. Hein, ça ne surprend personne. Alors, je ne parle pas du foot, hein, je parle du rugby. Hein. Donc, oui, parce que, si vous voulez, au rugby, nous, on a ça. C'est ce qu'on appelle le tableau noir. Et au tableau noir, c'est là que le coach vient poser toutes les tactiques, les stratégies, les combinaisons de jeu. Ah ben non. Non, là, ça ne le fait pas. Tu vois? Il est où, là le monsieur ou la madame au bouton de la lumière? Vous voulez pas qu'on mette de la lumière? Ça serait sympa. Ah ben il est là-bas, il s'est caché derrière la porte. Non, tu vas mettre de la... Ouais. Enfin, ça serait bien que ce soit surtout les projecteurs, là. Les projecteurs qui sont là, qui font ça. Bon, c'est pas grave, c'est la CGT hein, qui organise. Pardon, il y a des gars de la CGT? Non. Hein? Voilà. Bon, alors le rugby, donc c'est un sport intellectuel, et puis c'est un sport qui se pratique avec ceci. Vous savez ce que c'est? Oui, bon. Alors nous, on appelle ça un référentiel bondissant aléatoire. Oui, c'est pour vous montrer que c'est intellectuel comme sport quand même. Hein. Donc le rugby, ça se joue à 15 contre 15, d'accord? Et dans le rugby, l'équipe des 15, il y a 2 groupes. Non, c'est pas possible. Hein. Eh mais c'est le MEDEF qui est arrivé ou quoi? C'est la censure hein. Non, les projecteurs, on les avait trouvés tout à l'heure. Hein. Non, tu les as pas? Bon, ben laisse tomber alors. Bon, allez, hein. On va faire comme ça? Ouais, on va pas y passer le réveillon. Donc, c'est un jeu qui se pratique à 15 joueurs, il y a 2 groupes, le groupe des avants et le groupe des arrières. Jusque-là, vous suivez? Les avants, si vous voulez, c'est un peu... ça va du numéro 1 au numéro 8. Alors nous, si vous voulez, nous on les appelle les gros, quoi. Parce que c'est un peu... Ouais, c'est des mastocs, quoi. Maintenant, il y en a qui font 142 kilos, quoi. Ouais, d'accord, donc ils font un quintal au moins, chacun. Donc c'est du solide, c'est du costaud. Bon, les gros, c'est sympathique. Hein. Je veux dire, c'est pas... Et puis ensuite, il y a l'autre groupe de joueurs qu'on appelle les 3 quarts. Alors, les 3 quarts, ça va du numéro 10 au numéro 15. Bon, la particularité, c'est qu'eux, ils courent comme ça, avec beaucoup de grâce et de distinction. C'est pour ça qu'on les appelle les gazelles. Hein. C'est eux qui se font des passes, qui vont marquer des essais. Enfin bref, vous, quand on regarde le match de rugby, on trouve que les gazelles, voilà, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Ça va? Ah oui, j'ai oublié le numéro 9. Ouais. Alors, le numéro 9, c'est le demi de mêlée. Alors, le demi de mêlée, c'est un poste quand même très particulier. Parce que c'est le gars qui fait la charnière entre les avants et les arrières. C'est lui qui introduit le ballon dans la mêlée et qui le récupère et puis qui décide parce que voilà, c'est lui qui décide quoi. S'il va aller jouer avec ses avants ou s'il va ouvrir sur ses 3 quarts. Alors, à ce poste-là, franchement, on ne met pas n'importe qui. Hein. En général, on met le mec qui réfléchit, quoi. Hein. Le mec qui s'est aboyé aussi, hein, après ses avants, mais aussi le mec qui pense, on met l'intellectuel du groupe, quoi, si vous voulez. Hein. Bon. Moi, je joue demi-mêlée. Le rugby, c'est un jeu qui se fait en 2 mi-temps et parfois il y a une 3e mi-temps. Alors là, en général, on aime bien. Vous voyez, tous les joueurs déposent les armes et ils vont picoler ensemble. Voilà, on fraternise. Bon, dans le match qui nous occupe, franchement, c'est pas sûr qu'on fraternise à la fin. Hein. Bon. Alors, le rugby, je vous le dis, c'est un sport physique, donc avant chaque match, on a besoin de s'échauffer.
Voilà. Le jour, en général, on le fait quand il fait jour. Et donc, je vais vous proposer de vous échauffer. Je vais vous demander de vous lever. Et vous allez faire avec moi un peu de sport là, pour vous sentir un peu plus en forme. Et vous inquiétez pas, j'ai prévu une musique entraînante et chaleureuse. Hein, alors. Ah, voilà. C'est bon, vous connaissez? Alors, on va faire un truc, on va faire un peu plus fort. Il y en a une qui déjà qui maîtrise à fond. Hein. C'est lesquelles, c'est sûr? Voilà. Alors, on va commencer par s'étirer, c'est vachement important. Alors, on s'étire loin vers le ciel. Allez, ouais, voilà. Sur la pointe des pieds, madame. Voilà, merci. Voilà. Allez, encore un coup. Voilà, même ceux qui ont bu des bières cet après-midi. Allez, on relâche. Allez, encore, parce que je sens que vous en avez besoin, surtout le monsieur devant, là. Voilà, on va pas dire le nom. Bien. Ah, maintenant, c'est pas fini, on va faire des flexions. Allez, sur les jambes. On les chie comme ça. On remonte et puis on va très loin. Il y en a, ils ont du mal à réfléchir. Hein. Allez, encore une fois, on descend bien bas. On remonte, voilà. Il y en a qui le font. Encore un coup. Ça craque, hein, ça fait... Les dames là devant, elles faisaient genre, ouais, nous on peut faire, on sent qu'elles fatiguent aussi. Donc alors ensuite, vous savez, le rugby c'est un sport physique, de contact, donc il faut chauffer les épaules, parce qu'avec les épaules on va plaquer. Alors on fait des petits moulinets comme ça, gentiment, sympathique, voilà, sans éborgner son voisin, bien sûr. Plus difficile, on va dans l'autre sens. Ouais. Bon, il y en a, ils ont l'impression d'être en boîte, ça, bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, là, il y a une partie du corps qui est extrêmement fragile. Ce sont les cervicales. Alors, je vais vous demander de faire très attention. On va commencer à basculer la tête en avant très délicatement. Voilà. Ensuite, on va en arrière, sans à-coup. On va à gauche, bien sûr. Ensuite, à droite. Attention, par l'extrême droite, on reste toujours la fracture. Bien, attention. Ensuite, on va faire des rotations. On part de la gauche, on fait une rotation par la droite et on n'oublie surtout pas de revenir à gauche. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes magnifiques. Ah, vous voyez, hein, tout de suite, on se sent vachement mieux quand même. Hein. Oui. Ouais. Du coup, vous avez été envie de... Voilà, ça y est, quoi. Hein, ouais, et en plus, quand on transpire ensemble, on se sent aussi. Hein, c'est important de se sentir. Alors, finalement, ils n'ont pas trouvé les projecteurs. Hein, donc ça sera pas réussi. Bon, vous voyez quand même... Bon. Vous savez, dans ce match de rugby, il y a deux équipes, forcément. On va avoir les rouges contre les bleus. Alors, les bleus, on appelle plus traditionnellement le capital. Hein, voilà, les représentants du système néolibéral. Et les rouges, c'est plutôt le travail. Merci, il y en a qui suivent. Voilà, c'est ceux qui vendent leur force de travail contre une rémunération. Quoi. Hein, voilà. En gros, c'est ça. Travail contre le capital. C'est bon. Jusque-là, vous maîtrisez, ça vous dit quelque chose quand même. Ouais. Bon. Sauf que dans cette partie, il y a évidemment un arbitre. Alors, bon, l'arbitre, en plus, il est un peu étrange, on ne sait pas trop qui il est, cet arbitre. Certains nous expliquent même qu'il aurait une main invisible. Bon, une main invisible, mais on ne sait pas, on le connaît pas bien. Alors, je vous ai dit, hein, c'est un PowerPoint manuel, celui-là. Donc, voilà, travail contre capital. Et bien sûr, donc, dans l'arbitre, je mets mon sifflet. Ça va? Pas trop fort? Non. Alors, l'arbitre, tout le monde le connaît, mais personne ne sait qui il est exactement. Hein. C'est le marché, évidemment. Hein. Alors, évidemment, ce marché, il a des règles de jeu un peu particulières. Hein. On nous parle en permanence de productivité, toujours plus de productivité. On nous parle de performance, on nous parle de rentabilité, de flexibilité. Il y en a même qui disent flexi-sécurité pour brouiller les pistes, mais bon, ça va, on a compris. Et c'est quoi la fiche que j'ai vue là, de la CGT là, sur la flexibilité pour les travailleurs?
et de la sécurité pour le capital, c'est ça, hein, flexibilité pour... je trouve que c'est pas mal trouvé ça. Et puis une des règles aussi, c'est réduire le plus possible le coût du travail. On en a parlé cet après-midi pour ceux qui étaient sur la place, le coût du travail et jamais le coût du capital. Bon, voilà, ça c'est cool. Bon, voilà. Alors évidemment, vous comprenez bien que cet arbitre, il n'est pas sûr qu'il soit tout à fait neutre quoi, dans la partie. Hein. Mais bon, on va essayer de se démerder avec ça. Également, là, dans ce jeu, je vais utiliser ce petit objet qui indiquera, c'est aussi une convention théâtrale. Hein. Quand je siffle, ça veut dire qu'il y a un changement de paragraphe, d'idée, de scène. Je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois, hein. Normalement vous n'êtes pas con, vous êtes capable de comprendre, une fois que je l'ai dit, ça va? Ah, c'est pas évident. Hein. Bien. Alors oui, aussi, on va lever tout de suite un malentendu. On m'a dit quelquefois que capital contre travail, c'était un peu caricatural. Bon, d'accord. Oui, parce que c'est vrai, un match quand même entre le capital et le travail, ça paraît complètement absurde, parce que franchement, le travail, il représente, il fait vraiment pas comme moi. Hein. Comment il s'appelle hein? C'est Didier. Ah ben d'accord, Didier. Hein. Je me demande si en sous-main, c'est pas un mec infiltré de chez la CFDT. Non, je l'ai pas dit. Et puis en plus, il me fait perdre mes moyens, quoi. C'est pas possible, Didier. Tu veux pas mettre un peu plus de lumière là? Non, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un malentendu, parce qu'en réalité, quand même, le travail, les joueurs, là, ceux qui sont dans l'équipe du travail, ils sont, je sais pas, 100 millions de fois plus nombreux que ceux du capital, non? Pourtant, pour l'instant, c'est pas le travail qui gagne. Hein. Puis, dans l'équipe du travail, chez les travailleurs, c'est quand même pas si évident que ça. Qui c'est qu'on a? On a des ouvriers, des employés, des privés d'emploi, des retraités, des femmes au foyer qui ne sont pas payées, on a des cadres intermédiaires, on a même des managers. Eh oui, les managers sont aussi des travailleurs. Bon, parfois ils changent de camp, d'accord, mais quand même, ça reste des travailleurs. On a même les petits patrons. Ben oui, bon, eux, ils croient qu'ils sont dans l'équipe des Bleus. Mais en même temps, il faudrait juste arriver à leur expliquer, quoi, qu'ils se font avoir, qu'ils sont, en réalité, ce sont des rouges, quoi, mais ils ne le savent pas, c'est tout. Ok, hein, voilà. Bon, vous avez compris, hein, on change de truc. Alors, après l'échauffement physique, vient le moment de la préparation mentale. Là, les joueurs retournent au vestiaire et puis commencent à se préparer mentalement pour le match. Et là, il y a toujours un ancien qui est là pour les motiver, quoi, parce que lui, il connaît, il a l'expérience. Tout le monde l'appelle Pépé Geishi. Pépé Geishi. Moi, quand j'étais adolescent, l'été, je bossais comme manœuvre, comme petit boulot, quoi, comme manœuvre dans les chantiers de bâtiment. Et c'est là que j'ai rencontré Pépé Geishi. Vous connaissez le bâtiment? Vous savez quel est l'outil principal dans le bâtiment? Ouais, c'est quoi? La truelle, les mains. Ouais. Quoi d'autre? La masse? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... La pelle, ouais. Oh, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Le code du travail. Ouais, pour monter un mur, ça va, on va essayer. Alors, en fait, l'outil principal, d'abord, quand on commence à bosser dans le bâtiment, on apprend à manier le balai. Ah ouais, c'est super important de manier le balai. Vous imaginez pas, ça nécessite une technique qui demande du temps, quoi, de l'apprentissage. Hein. Balayer, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai appris à balayer. On m'a appris comment balayer. Bon, depuis, j'avais oublié quand même. Mais bon. Et donc, ce jour-là, Pépé Geishi, on va avec lui démolir un escalier qui menait à une cave. Alors Pépé Geishi, je l'aimais bien parce que c'était un vieux bonhomme. Vous savez, on l'appelait Pépé parce qu'il était vieux, mais ça fait partie de ces gars qui sont vieux, mais quand ils étaient jeunes, ils étaient déjà vieux, quoi. Il y en a des comme ça. Et lui, c'était un bossu, un vrai bossu.
Oui, parce que le bâtiment, parfois, ça fait pousser la bosse, quoi, hein, et pas celle des maths. Et Pépé Guéché, lui, il avait commencé à bosser à 11 ans. Puis ensuite, il avait fait les compagnons du devoir et puis son Tour de France. Et il était super gentil, Pépé Guéché. Et ce jour-là, il m'a dit, voilà, vas-y, je te donne un outil extraordinaire, un marteau-piqueur. Une journée à démolir un escalier avec un marteau-piqueur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un marteau-piqueur, mais c'est terrible, quoi. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous vibrez encore. Pensez à tous ces gars qui manient le marteau-piqueur dans les rues, ça fait du bruit et en plus, c'est douloureux et terrible pour le corps. Et donc, une fois que j'ai nettoyé, cassé cet escalier, j'ai déblayé tous les gravats et puis j'ai pris le balai pour nettoyer la dalle proprement afin que Pépé Guéché entre en scène. Et là, le vieil homme est arrivé avec son maître, comme ça, un petit maître en bois, simple, de maçon, son crayon. Puis il s'est mis à genoux sur la dalle propre, et il a commencé à tracer ce qui allait devenir un escalier balancé. Et là, progressivement, sous mes yeux, j'ai vu se dresser cet escalier, avec ses marches rayonnantes, balancées à droite, balancées à gauche. Un véritable chef-d'œuvre de la belle ouvrage. Et ce jour-là, j'ai compris que le travail nécessitait de l'intelligence, qu'il y avait de l'intelligence au travail. J'ai compris que travailler, ça n'était pas simplement exécuter une tâche, mais que c'était aussi engager tout notre être dans le travail, engager notre expérience, nos savoir-faire, nos gestes de métier, nos petits trucs de métier, faire appel à notre expérience, à toutes les formations, à toutes les rencontres qu'on a pu faire, que le travail ne se résumait pas à une simple tâche. J'ai compris aussi que dans le travail, Pépé Guéché, ce jour-là, se réalisait aussi. Il n'était pas un simple maçon, il était bien plus, il était un travailleur avec ses savoir-faire. Il était ce travailleur qui se réalisait comme quelque chose d'extraordinaire. J'ai compris qu'on ne travaillait pas que pour gagner sa vie, on travaillait aussi pour exister. Et je ne sais pas si c'est cet exemple-là qui m'a fait devenir quelques années plus tard ergonome, mais quelques années plus tard, je suis devenu ergonome. Vous connaissez l'ergonomie ? Ouais, c'est quoi pour vous l'ergonomie ? Pardon ? Une farce ? Parfois. Mais encore. Qu'est-ce que vous avez entendu parler par rapport à l'ergonomie ? Les conditions de travail, oui. Les postures. La forme des outils, ah, pas mal. Ouais, on a aussi quelque chose de l'ordre des objets. Vous avez jamais entendu parler de la brosse à dents ergonomique ? Bah si, il y a des brosses à dents ergonomiques, il paraît. Et puis, qu'est-ce qui est quand même l'emblème de l'ergonomie ? Ah, le fauteuil ergonomique. Merci, madame. Mon pote Francis dit toujours, prends un fauteuil ergonomique et va traire une vache. Ça y est, vous visualisez le fauteuil ergonomique. Oui, parce que lui, il a été élevé dans une ferme, alors il sait ce que c'est que traire une vache. Non, le fauteuil ergonomique est à l'ergonomie ce que le journal de 13h de TF1 est à l'information. Hein ? Une imposture, oui. Ouais. Non, l'ergonomie, évidemment, c'est bien plus complexe que tout ça. L'ergonomie, c'est considéré comme étant la science du travail. L'ergonomie, on fait de l'ergonomie quand on étudie le travail des hommes et des femmes, du poste de travail jusqu'à l'atelier, ou jusqu'au bureau, ou jusqu'à l'open space, de l'organisation du travail jusqu'à la stratégie industrielle ou commerciale. Quand on fait de l'ergonomie dans tous ces champs-là, l'ergonomie s'intéresse à l'homme au travail dans toutes ses dimensions. De ses dimensions physiologiques, les gestes et postures, bien sûr, chronobiologiques, mais aussi dans ses dimensions psychologiques, psychiques, sociales, cognitives. L'ergonomie, vous voyez, c'est un champ beaucoup plus large. Voilà pour la définition. Mon pote Francis, lui, dit toujours, faire de l'ergonomie, c'est rêver qu'un jour les gens partent au travail en sifflant. Et c'est œuvrer pour cela.
Bon, quand Francis dit ça, faut faire attention. Hein. Il ne veut pas dire on va expliquer aux travailleurs que tout va bien, hein, que le travail c'est la santé, un petit coup de méthode Coué et hop, ils vont au boulot. Quoi. Non. Donc quand Francis intervient dans une entreprise comme ergonome, il y va plus pour redonner du pouvoir d'agir aux travailleurs, pour leur redonner la connaissance du travail, cette connaissance qui leur a été subtilisée par le bureau des méthodes, par le système managérial, aujourd'hui par le système gestionnaire. Quand Francis va dans une entreprise pour travailler sur les conditions de travail, justement en tant qu'ergonome, c'est aussi pour travailler les relations sociales, les rapports sociaux, la lutte des classes. Alors, il ne le dit pas, Francis, hein, mais c'est ça que ça veut dire derrière. Moi, à l'époque, j'avais même rêvé de faire de l'ergonomie politique. Je m'étais dit, mais il faut inventer une nouvelle branche de l'ergonomie politique. Bon, après on m'a dit, bon, là, tu vas te calmer très vite, hein, ça ne va pas marcher comme histoire. Bon, alors je me suis calmé. Mais en travaillant avec Francis, j'ai quand même compris la complexité des situations de travail. J'ai compris que d'abord, parler de bon sens quand on parle de travail, ça ne veut rien dire, parce que le travail est toujours d'une complexité étonnante et qu'il est multifactoriel. J'ai compris surtout qu'il y avait des gens qui se suicidaient au travail. Ouais, qu'il y avait des gens qui se suicidaient au travail et que ça ne faisait pas très longtemps finalement, une vingtaine d'années. Et que c'était un indicateur pour nous dire que depuis une vingtaine d'années, il s'est passé quelque chose dans les nouveaux modes de management, dans les nouveaux modes organisationnels. Et que peut-être c'est là-dessus qu'il faudrait mettre le doigt et se bagarrer. Bref, c'est de tout ça que j'aimerais qu'on parle. Parce que je crois aussi que le travail est au cœur de notre société, que c'est central. Hein, c'est Christophe Dujour, qui est psychologue et psychanalyste et psychiatre à Paris, qui parle de la centralité du travail. Et moi, je me réfère beaucoup à cette analyse-là. Ah oui, hein. Ça vous fait vraiment mal ou on peut continuer? Bon, c'est bon, hein, c'est pas très grave. Bien, alors je fais tout, hein, parce que bon, c'est pareil, il n'y avait pas de PowerPoint cet après-midi, on s'est démerdé. Bon, alors ça y est, le coup d'envoi de la première mi-temps est donné. C'est les Bleus qui tapent les premiers et c'est le second de ligne des Rouges qui réceptionne le ballon. Mamadou qui va péter dans le pack adverse pour créer le premier point de fixation. Mamadou. Alors Mamadou, c'est un type que j'ai connu quand je bossais à l'usine Renault de Flins. Mamadou, il était ouvrier dans l'usine de Flins. Et Mamadou, c'était un solide gaillard. C'était un mec qui devait faire 1m90, 95, une bestiace, vous voyez, un cou de taureau, des bras de déménageur. Il était jeune en plus. C'est pour ça qu'il bossait dans cette usine, parce qu'à l'époque, les travailleurs, les ouvriers vieillissaient. Ah oui, parce que même les ouvriers vieillissent hein, quand ils arrivent à la retraite. Et donc, du coup, ils essayaient d'embaucher des jeunes, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et puis il y avait les vieux quand même qu'on n'avait pas foutu dehors, puis il n'y avait pas eu encore la loi travail tout à fait pour virer facilement, donc bon, on les gardait. Et à cette époque-là, on avait le médecin du travail, vous savez, cette espèce d'étrangeté, le médecin du travail qui est en voie de disparition. Donc le médecin du travail, oui, parce que le médecin du travail est en voie de disparition, mesdames et messieurs. Hein. Vous savez, un élément essentiel de la santé au travail. Bref, je referme la parenthèse. Et donc le médecin du travail avait coté tous les postes de 1 à 5, 5 étant la cotation la plus forte. Ça indiquait que c'était les postes de travail les plus pénibles. Et pareil, il avait fait la même chose, il a fait une cotation des ouvriers de 1 à 5, et Mamadou, lui, il était coté 5, ça veut dire qu'il pouvait aller sur tous les postes, parce que c'était un solide gaillard. Et moi, à l'époque, j'étais stagiaire, je faisais ma formation d'ergonome au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, où j'apprenais à devenir ergonome, et donc là-bas, j'apprenais ça, et donc j'étais en stage chez Renault pour diminuer la pénibilité au poste de Mamadou. Et donc je passais mes journées, parfois mes nuits, à observer le travail de Mamadou. Et bien, observer un mec qui bosse, c'est vachement crevant. Ouais, ah oui. Mais je vous assure. J'essayais de comprendre quelles étaient ses stratégies opératoires, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi. Je discutais avec lui, il m'expliquait. Je vais vous expliquer le poste de Mamadou.
Alors d'abord, il partageait son poste avec son collègue René, qui était lui aussi un solide, un costaud. Et en fait, à l'époque, la chaîne, c'était la chaîne de la Renault Twingo, du premier modèle de Renault Twingo. Même on ne connaissait même pas le nom commercial, c'était le projet X57. Moi, je connaissais le nom. J'étais dans le secret des dieux, ouais, j'étais super fier. Et donc, le poste de Mamadou, ça consistait à charger la tôle arrière. Alors, la tôle arrière, c'est à peu près de cette taille, une espèce de tôle à peu près carrée, d'une dizaine de kilos. Voilà. Ces tôles étaient posées sur des clayettes verticales. Et donc, avec René, ils se mettaient chacun d'un côté, ils prenaient la tôle, ils l'enlevaient de la clayette, ils la soulevaient, ils se déplaçaient, ils allaient la poser sur une machine qui tournait comme ça, à 4 branches. Donc ils posaient la tôle, ils prenaient des petites pièces, ils les posaient sur la tôle, Mamadou appuyait sur le bouton, ça tournait, ça pivotait, un premier robot faisait des soudures, ensuite ça repivotait, un second robot faisait des soudures, ça repivotait et la tôle assemblée était éjectée sur un tapis roulant. Et ensuite, il y avait des crochets qui venaient récupérer la tôle, crochets aériens, pour acheminer par voie aérienne la tôle assemblée vers d'autres postes. Ça va? C'est assez clair? Vous visualisez le truc? Alors, ça se passait comment le travail de Mamadou avec René? Soulève, se déplace, pose, prend des pièces, pose les pièces, bouton, se déplace, soulève, se déplace, pose, prend les pièces, pose les pièces, appuie sur le bouton, se déplace, prend la pièce, pose les pièces, pose les pièces, le bouton, se déplace, et ça durait pendant 8 heures, évidemment, hein, travail à la chaîne, vous connaissez, hein, temps de cycle, environ 10 secondes, et 10 kilos à porter à 2 pendant 8 heures. Un travail, franchement, de bourrin, quoi. Hein, non, on se demande même s'ils pensaient, quoi, ces gens-là, à faire des trucs pareils. Ils sont trop cons pour faire ça doit être ça, c'est non? Vous croyez, non? Ouais. En fait, les ergonomes, ça fait très longtemps, mais ils ont trouvé qu'il y avait un écart entre le travail prescrit, tel que je viens de vous le décrire, et le travail réel. On va passer par le rugby pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Alors, rugby. Alors, moi, il y a un coach dans l'équipe dans laquelle je joue encore, une équipe des vieux, je vous rassure, qui s'appelle Dix, il est catalan, alors le mec, il a un peu un accent, quoi. Hein. Alors, il nous dit comme ça. Bon alors, quand t'as le mec qui arrive en face, tu vois, tu lui mets le tampon et tu le fais tomber par terre. Bon, ça c'est Dix. Hein. Et alors, t'imagines, tu vois, bon, donc, imagine, t'as un gosse, il fait 120 kilos, il est pilier, il a le ballon en main et il arrive plein gaz en face de toi. Ouah. Et puis toi, t'es demi de mêlée. Alors là, tu te dis assez rapidement que la prescription, il va falloir un peu se l'arranger, quoi. Voilà, faire un truc. Que bon, parce que si tu restes en face, le gosse, de toute manière, lui, il s'écartera pas, quoi. Il va foncer tout droit, mais un pilier, en général, il sait pas faire un crochet, quoi. Il va tout droit. Et puis, il va te labourer, continuer. Hein. Tu vois, quand tu as 40 kilos de différence, forcément, tu joues pas dans la même catégorie, quoi. Donc, du coup, tu te dis, tu vas faire autre chose, quoi. Alors, tu fais un truc comme ça, t'as le mec qui arrive, ouais, d'accord. Bon, ils sont pas tous comme ça, mais bon, bref. Le gars, il arrive comme ça, et quand il arrive en face de toi, tu fais ça. Hop! Je vous le refais? C'est la passe du torero. Hein. Donc vous le laissez passer, donc il franchit la ligne davantage, le gonze. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand il arrive là, ça y est, déjà tu l'as pas pris dans le carafon, donc tu lui fonces dedans, tu l'entoures autour de sa taille et tu glisses le long des jambes jusqu'à l'effondrement du pachyderme. Si tu n'y arrives pas, tu fais appel à un copain, c'est ce qu'on appelle la coopération. Hein, et on s'y met à deux, on le prend ensemble, paf. Alors en fait, bon, au bout du compte, tu as réalisé les objectifs. Certes, tu n'as pas suivi la prescription à la lettre, mais bon, le gros, il est tombé, quoi. Hein, tu as fait avec un réel qui s'imposait à toi, quoi. Tu t'es démerdé. Mamadou, c'était pareil. Il trichait. Il faisait pas exactement ce qu'on lui disait. Bon, par exemple,
il avait un truc comme ça. Vous savez, les ouvriers qui travaillent tout le temps avec les mêmes machines, les machines, ça fait presque partie d'eux, quoi. Hein. C'est presque leur bébé, quoi. Et ils connaissent tout de leur machine. Il y a quelque chose de fusionnel avec la machine. Donc, quand Mamadou, il entendait un petit bruit, un petit cliquetis sur sa machine. Mais Mamadou, il est ouvrier spécialisé, hein, OS. Hein, c'est-à-dire, c'est le mec, lui, il est con, quoi, hein, par définition. Donc, il n'a rien à faire. Si tu as un problème, tu appelles l'équipe de maintenance. C'est des mecs beaucoup plus intelligents, tu vois, des affaires et tout ça. Mamadou, il ne voulait pas entendre parler de ça, lui, mais personne ne savait. Hein. Il avait son petit tournevis, il le sortait, il regardait qu'il n'y avait personne autour, il faisait son micro-réglage, il reposait le petit tournevis. Parce que lui, il avait envie que ça marche. Il est con, le mec, il est payé pareil et il veut que ça marche quand même. Alors qu'il aurait pu se reposer. Non, lui, il veut que ça marche. Pareil, quand il plaçait les pièces, etc., quand il se déplaçait, il observait tout ce qui se passait autour de lui. Il observait notamment les crochets aériens. Et s'il y en avait beaucoup ou pas beaucoup, ça lui donnait des indications. Ça voulait dire qu'il pouvait y avoir une balle dans un autre poste de l'atelier qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'avait jamais vu, mais il savait, lui, que dans ces cas-là, il avait quelques marges de manœuvre disponibles pour s'organiser le travail, pour souffler un petit peu. Puis parfois, Mamadou, il faisait un truc incroyable. Parce qu'à l'éjection de la tôle, parfois elle se mettait un peu en travers. Et donc ça faisait un bourrage, quoi. Et là, c'est la merde, quoi. Quand la tôle, elle fait un bourrage, je vais vous faire la tôle. Hein, à l'éjection. Alors, je fais la tôle. Ça demande un peu d'imagination, je l'admets, mais voilà. La tôle à l'éjection, ça fait ça. Hop! Je vous le refais au ralenti. Hop! Voilà, ça, la tôle, elle s'éjecte bien, quoi. Tout va bien, c'est nickel et tout ça. Mais parfois, la tôle, elle faisait ça. Hop! Paf! Clac! Ça bloquait, bourrage! Et là, c'est la merde, quoi. Parce que comme on est en flux tendu, ou presque, ben dans ces cas-là, madame qui avait commandé une Renault Twingo rose fuchsia pour samedi, elle ne pourra pas l'avoir. Et donc, Mamadou, il le savait, ça lui, Mamadou, il avait envie de rendre service à cette dame qui avait commandé une Twingo rose fuchsia pour samedi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand la tôle, elle partait comme ça, paf! Il l'a redressée d'un coup de... Au rugby, ouais, c'est très tactile. Si vous voulez, quand tu veux que le troisième ligne parte avec le ballon, tu lui donnes un coup d'une tape sur le cul, comme ça, il prend le ballon. Bon, enfin bref, il redressait la tôle. Mais il n'était pas obligé, personne ne lui avait jamais dit qu'il fallait redresser la tôle. Ouais, c'est quoi cette histoire, ce truc complètement dingue? Ouais, l'écart entre le travail réel et le travail prescrit. Parce qu'en fait, si vous voulez, Mamadou, il réfléchissait, quoi. Et puis il avait envie de faire du bon boulot. Ah ben oui, c'est comme ça, quoi. Les mecs, quand ils bossent, ils veulent faire du bon boulot. Allez savoir pourquoi, c'est quand même... Mais par contre, évidemment, ça, les ingénieurs ne veulent pas l'entendre parler. Hein. Parce que si vous voulez, il y a quand même une différence entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Hein. Et ça, c'est depuis Taylor, ces histoires-là. Hein, vous savez que Taylor, lui, voulait un gorille intelligent, comme ouvrier. C'était ça. Son unité de mesure, c'était le gorille intelligent. Ouais. Mais en fait, maintenant, c'est pareil. Hein. On veut toujours des gorilles intelligents. Hein, ça n'a pas tellement changé. Puisque, de plus en plus, on a inventé des méthodes qui réduisent toutes les marges de manœuvre. Vous savez, le lean management ou le lean production, hein, c'est quelque chose qui vient du Japon et qui est arrivé en France il y a 10-15 ans à peu près. Le lean, ça veut dire dégraissage, enlever la mauvaise graisse, enlever tous les temps morts, tous les temps inutiles qui ne sont pas des temps de production pure. Donc on enlève tout. Mais en fait, on enlève quoi surtout? On enlève la possibilité aux travailleurs d'exprimer son intelligence. Tiens, j'ai des mots que je ne vous ai pas marqués. Voilà, le travail réel, ça c'est important, hein, c'est pas un concept abstrait, le travail réel justement. Hein. Et l'intelligence, on parle de la métisse, chez les Grecs ils parlaient de la métisse, l'intelligence rusée. Mamadou, il faisait appel à sa métisse, à son intelligence rusée. Nous, au rugby aussi, on a je l'ai dit, c'est un sport intellectuel, hein, donc on a un intellectuel qui est Pierre Villepreux,
qui a été un joueur du Stade Toulousain. Bon, désolé, hein, c'est à Toulouse, il y a des mecs intelligents, quoi. Et entraîneur d'équipe de France aussi, etc. Et donc Hervé Lebreu lui parle d'intelligence situationnelle. Et en fait, ça consiste pour un joueur à ne pas avoir un jeu stéréotypé. Et on avait un joueur extraordinaire du Stade Toulousain, je suis désolé mais c'est comme ça, l'équipe de France aussi, qui s'appelait Christian Califano dans les années 90. Lui, il était pilier, c'était un gros. Et en fait, il se retrouvait avec les trois quarts. Et parce qu'il flairait le jeu. C'est le French flair. Les Anglais, ils appellent ça le French flair. Cette intelligence situationnelle, cette métisse des Grecs. Mais ça, évidemment, on fait tout pour éliminer ça. Vous n'êtes pas endormi, j'espère, par la maladie, parce que je vous sens un peu... Daniel Linhart, qui est sociologue du travail, dans un de ses derniers bouquins, qui s'appelle La comédie humaine du travail, rappelle ceci, je vous lis sa phrase. Elle dit « Taylor préconisait de dépouiller les ouvriers de ce qu'ils ont de plus précieux, leur connaissance. Et dans l'idée de la parcellisation des tâches, il y a l'idée que les ouvriers n'ont plus besoin de penser, car tout est pensé à leur place, prévu, dicté. C'est exactement la question du livre. Bien, là, il va falloir que je vous explique un peu les tactiques, ou en tout cas le système de jeu des deux équipes. Parce que vous savez que chaque équipe a un système de jeu. Voilà, le Stade Toulousain, jusqu'à récemment, avait un système de jeu très aérien, très ouvert, etc. Bon, c'était le système de jeu du Stade Toulousain au rugby. Mais dans le match qui nous occupe entre les rouges et les bleus, les deux systèmes de jeu ne sont pas tout à fait les mêmes, quand même. Chez les rouges, alors je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose, mais figurez-vous que la sécurité sociale, les congés payés, l'interdiction du travail des enfants, la réglementation du travail nocturne, du travail du dimanche... Ouais, non. Enfin, tout ça, ça a été gagné de haute lutte, quoi. Par des grèves, par des usines bloquées, par des raffineries bloquées. Qu'est-ce que vous pouvez bloquer, vous le synchrotron, là, c'est ça? Il n'y a pas un truc comme ça? Non, mais tout le monde s'en fout, ça. Bon, à Grenoble, on bloquerait quoi, par hasard? ST Micro, c'est quoi? C'est une usine électronique? Alstom, voilà, donc vous voyez. Bon, vous savez qu'en tout cas, les 35 heures et tout ça, ça a été gagné de haute lutte, ça s'est pas fait comme ça. Il a fallu, je sais pas moi, séquestrer des patrons, déchirer des chemises de DRH, des trucs normaux, quoi. Si ça s'était fait comme ça gratuitement, ça se saurait. D'ailleurs, vous imaginez le truc? On a Philippe Martinez qui... Vous connaissez ce gars-là, qui rencontre Pierre Gattaz, tu vois. Imagine, ça pourrait être super sympa. Bon alors, je sais pas quoi il parle, Martinez. Il a un peu l'accent parisien, le gars. Bon alors, je sais pas faire l'accent. Bon alors, écoute Pierrot, on va faire un truc simple, tu vas nous filer, on va dire qu'on va faire, je sais pas moi, 28 heures de travail par semaine. On va baisser les cadences, et puis, je sais pas, on va partir à 55 ans, bon, t'es ok? Ben l'autre, écoute, mon filou, bien sûr, quoi. Écoute, on va faire un truc simple. Je vais demander aux actionnaires d'arrêter d'être payés en dividendes, et puis c'est bon. Ça serait cool si ça se passait comme ça. Mais ça se passe pas comme ça. C'est forcément dans le rapport de force et dans la baston que depuis que les travailleurs se sont organisés, ils ont obtenu quelque chose. Allez savoir si ça ne veut pas dire qu'il faut s'y mettre encore une fois. Bien, donc, en tout cas, la stratégie des rouges, elle tient en un mot et un seul. Vous allez voir, je suis sûr que vous le connaissez. Jouer collectif. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire mieux que de jouer collectif. Alors, on va le mettre là. Mais évidemment, pour le capital, pour l'équipe des Bleus, c'est pas la même chose. Bon, l'objectif, vous le savez, c'est accumuler indéfiniment du capital, et pour ça, tous les moyens sont bons. Alors, il y a eu le taylorisme, puis le toyotisme, le lean, dont on vient de parler, mais on a aussi des méthodes encore plus subtiles, l'évaluation individuelle des performances.
Ça marche pas mal, hein, comme tactique des Bleus. Alors maintenant, ils ont trouvé encore un truc encore plus subtil. Alors ils ont appelé ça benchmarking. Benchmarking, alors ce qui est bien, c'est que quand on dit des mots en anglais, comme personne ne comprend rien, on se dit, oh, ça va être sympa comme truc, ça fait moderne, ça fait un peu Macron, quoi, vous voyez le truc. Benchmarking. Alors le benchmarking, je vous le dis avec mon accent à moi, en vrai, le benchmarking, c'est de l'évaluation comparative. On va comparer un travailleur et un autre, pour dire, bah toi, t'as pas été tellement bon, regarde, ton pote, il est vachement meilleur, hein. Va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Bon, entre parenthèses, le benchmarking est interdit par la loi, enfin le code du travail, vous savez, le fameux qui est trop épais, il paraît. Donc peut-être qu'ils vont commencer par enlever cette loi, hein, ça va alléger, à mon avis. Donc c'est interdit, ça veut dire que si jamais il y a de l'évaluation comparative dans vos entreprises, eh bien, il faut monter au créneau, quoi. C'est interdit de faire ça. Ils ont inventé aussi des trucs, des tactiques super subtiles, là, les Bleus. Ils ont inventé la QVT. Vous connaissez la QVT? La qualité de vie au travail. Non, c'est une tactique des Bleus, ça, hein, ne vous trompez pas. C'est un truc, c'est histoire d'euphémiser la question de la souffrance au travail. Parce que dire souffrance, c'était pas beau. Alors on a dit qualité de vie au travail. Puis là maintenant, ils ont inventé un truc encore plus sympathique et de suite, je veux dire, on est bien, quoi, le bonheur au travail. Oui, il y a même des managers du bonheur dans certaines boîtes. Voilà, ils arrivent, salut, je suis manager du bonheur, on peut faire quelque chose pour vous? Ouais, je pourrais partir à 4h au lieu de 18h? Ah non, t'as pas compris, quoi. Bon, bref, voilà. Ils ont inventé des tas de trucs un peu pour nous faire oublier que... Hein. Mais en tout cas, ça tient, la stratégie des Bleus, elle tient en un mot, vous allez voir, vous le connaissez aussi. Générer la peur chez l'adversaire, chez les travailleurs. La peur du licenciement, de la précarisation, du déclassement social. La peur. Et ça marche. La dernière fois que je suis allé voir Pépé Guéché, il était en maison de retraite. Enfin, plus exactement dans un EHPAD. Vous connaissez les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et donc je suis allé le voir, et donc là j'ai pu me rendre compte avec joie et ravissement que la démarche qualité avait été mise en place, et que le Lean aussi commençait enfin à s'appliquer aux soins, un vrai bonheur, quoi. Non, parce qu'avant, si vous voulez, pour s'adresser aux personnes âgées, mais avant, hein, ça se faisait comme ça. Il y avait genre, ouais, bah alors toi, Pépé Guéché, mais t'as encore chié dans ta couche? Mais t'es dégueulasse, Pépé Guéché! Va falloir te laver le cul, quoi. Hein, c'était bon. Et puis on avait Mélanie, quand même. Oui, bonjour Madame Paulette, donnez-moi votre main, je vous conduis à la salle de bain pour la petite toilette du matin. Vous voyez, voilà, en fait, c'était pas, tout le monde ne savait pas mettre de l'humanité, quoi, dans ses relations avec les personnes âgées. Alors, ils se sont dit, on va être moderne, quoi. On va inventer un nouveau truc. Ils ont inventé l'humanitude. L'humanitude, oui. L'humanitude, en fait, c'est, enfin, plus exactement, la toilette en humanitude. C'est une toilette pour Pépé Guéché. Hein? Vous connaissez? Voilà. On vous l'a enseigné? Voilà. La toilette en humanitude, c'est une toilette pour Pépé Guéché, parce que Pépé Guéché, il est devenu GIR 1. Vous connaissez les GIR? Alors, pas tout le monde, hein, je vais expliquer quand même. Hein. GIR, ça veut dire groupe ISO ressources. En fait, ça mesure le niveau de dépendance des personnes âgées. Hein. Et donc, de 1, c'est très très dépendant, et 6, c'est pas trop dépendant. Voilà. Hein, il y a cette espèce d'échelle comme ça. Pour un GIR 1, le temps à peu près de soins par jour, c'est 2h30 environ. On m'avait dit ça, moi je ne suis pas spécialiste, mais je me suis renseigné. Et pour les GIR 6, c'est environ 15 minutes. Vous voulez voir ce que ça donne en temps réel en 15 minutes? Parce qu'on ne se rend pas compte de 15 minutes ce que c'est. C'est pas évident, hein, 15 minutes. On ne se le représente pas. Toc toc, oui, bonjour Madame Paulette, oui, bon, vous savez, on n'a pas le temps, hein, donc je vous laisse. Eh ben, vous vous débrouillez. Au revoir Madame Paulette. Voilà, 15 minutes en temps réel, ça donne ça. Pour les GIR 6. Qui sont quand même des personnes qui sont dans un établissement pour personnes
dépendantes, il ne faut pas l'oublier, hein, des personnes âgées dépendantes. Voilà. Mais la toilette à l'humanitude, sur le papier, quand même, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est prendre soin des gens, prendre soin en fonction d'eux, de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, de leurs envies, du moment où ils sont dans la journée. Voilà, donc c'est prendre le temps quoi, avec les personnes âgées. Oui, prendre le temps, mais avec un chronomètre quand même. Hein. Toi, je vais vous expliquer là, on va voir avec le rugby. Parce que comment... Ah, avec des smartphones, c'est vachement mieux. Vous êtes smartphoneisé, c'est excellent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le rugby, je vais vous faire une démonstration de ce que... La dernière fois, Tix, notre entraîneur en rugby, il est allé voir sur Internet de nouvelles tactiques. Il arrive comme ça, il dit « Bon les gars, maintenant j'ai trouvé une nouvelle tactique, on va faire du plaquage à douceur. » Oh, c'est dit quand même pas que... Alors, je vous explique que c'est pas compliqué. Alors tu vois, quand le gosse il arrive, que tu lui mets un tampon, un bouchon à désosser une vieille carcasse de cochon après l'abattage, quand le mec il tombe au sol comme ça, tu le retiens délicatement. Et quand il arrive au sol, tu lui fais un bisou. Alors là, on a dit, non, quand même, là, il y a un truc, c'est un peu paradoxal comme truc, quoi, c'est que c'est pas, enfin, quoi, c'est... Pour Mélanie, c'était pareil, quoi. On lui disait, il faut que tu fasses bien ton travail, mais que tu le fasses vite. Alors Mélanie, elle faisait vite, quoi. Elle remplissait, elle allait voir tous les patients inscrits dans sa feuille de soins, hein, les 20, 25 patients inscrits sur sa dans sa journée de travail, elle courait en permanence, voilà, elle remplissait la fiche qualité quand même, bah oui, hein, on pouvait tout savoir, hein, de la pause, de l'heure de pause, de la couche de bébé léger jusqu'à son évacuation, de sa texture à sa couleur, un modèle de traçabilité, hein, ouais, la démarche qualité, quoi. Donc Mélanie faisait vite, mais elle faisait pas bien. Enfin, en tout cas, elle avait le sentiment de pas bien faire. Plus exactement, elle avait le sentiment d'être dans la maltraitance des personnes âgées. Alors qu'elle, elle faisait ce travail-là parce que justement, elle trouvait que c'était un beau métier, s'occuper des personnes âgées. Mais là, elle était de plus en plus dans la maltraitance, c'est elle qui le disait. Et quand elle rentre chez elle, Mélanie, elle s'effondre en larmes. Et puis, elle dit qu'elle se sent vidée de tout. Vidée d'elle-même. Sur ce coup-là, Mélanie aurait pu tomber dans une dépression profonde. Un expert en risques psychosociaux aurait pu venir et puis dire que quand même elle est un peu fragile, hein, que peut-être elle n'est pas faite pour ce travail, et aller savoir si elle n'a pas des problèmes individuels à la maison. Des problèmes individuels. Faire vite et bien dans ce travail, dans ce métier, ça n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et plus les injonctions paradoxales se multiplient, plus on devient fou, parce qu'on n'arrive plus à faire le travail en qualité. Yves Clos, qui est psychologue du travail, parle de la qualité empêchée, du travail empêché. On ne peut plus faire notre travail, parce que, étrangement, chacun d'entre nous, chaque travailleur souhaite faire son travail en qualité, ce qui n'a rien à voir avec la démarche qualité. Hein. Faire son travail en qualité, mais c'est faire un travail parce que on est engagé dans notre travail, parce que ça parle de nous, ça dit qui on est de le faire bien, ce travail. Et là, Mélanie, elle n'arrivait plus à faire ce travail en qualité. Philippe Davezy, qui est un spécialiste de la santé au travail, parle, lui, de conflits de logique. Il dit qu'il y a des conflits de logique dans le monde du travail, des conflits, entendez bien ce mot, le terme de conflit est essentiel. Parce que, évidemment, les logiques de l'établissement ne sont pas les mêmes logiques que celles de Mélanie. La logique de l'établissement de l'EHPAD consiste simplement à faire de la production, parce qu'ils ont reçu des aides, des subventions de l'ARS, en fonction du nombre de GIR et des calculs qui ont été faits. Ils ont tant de personnes, tant de salariés, et donc il faut être rentable. La logique de Mélanie, c'est pas du tout la même chose. La logique de l'activité réelle de travail, ça consiste pour Mélanie à s'asseoir sur le lit de Pépé Guéché, à prendre sa main et à l'écouter raconter ses escaliers balancés.
Mélanie a décidé de résister. Et donc elle s'est mise à travailler en qualité, dans sa propre qualité. C'est-à-dire qu'elle a commencé à prendre son temps avec les patients, avec tous les patients qu'elle pouvait. Mais là, évidemment, Mélanie, elle s'est mise en danger dans son établissement. Et oui. Donc elle a fait un truc incroyable. Elle a fait un truc que je ne sais même pas si j'ose vous en parler parce que c'est des choses tellement fous. Enfin, il y a quoi, 7% des gens qui le font, quoi. Elle a fait un truc dingue. Elle s'est syndiquée. Et ouais, elle s'est syndiquée, elle a décidé de jouer collectif. Mon pote Francis dit toujours qu'il faut aider les travailleurs à penser les conflits logiques, parce que autrement, dans la question de la souffrance au travail, on entraîne en permanence les gens vers l'idée que c'est de leur faute, vers l'idée d'une psychologisation de la souffrance, d'une individualisation, alors que c'est du côté de l'organisation du travail qu'il faut aller. J'ai mal, hein. Je sors de la maison, de l'EHPAD, et je récupère ma voiture. Et là, qu'est-ce que je vois sur ma voiture? Paf, un éclat sur mon pare-brise. Qu'est-ce que vous faites? Bah, bien sûr. Ah bah oui. Carglass répare, Carglass remplace, Carglass répare, Carglass remplace, Carglass répare, Carglass remplace. Voilà, merci. Ben oui, vous appelez Carglass. Et franchement, qu'est-ce que vous faites avoir par la pub, hein? Vous savez ce que c'est qu'un bon manager, c'est chez Carglass? C'est quelqu'un qui sait évaluer ses collaborateurs. J'adore dire ce mot, collaborateur. Vous avez pas remarqué comme c'est beau, le mot collaborateur? Ce mot-là, c'est assez Franck Lepage qui le dit, dans les manuels de management, aujourd'hui on ne trouve plus le mot hiérarchie, mais par contre on trouve vachement le mot collaborateur. Tout le monde est collaborateur de tout le monde. En 1945, ils en parlaient, c'était moins... Hein, vous pas collaborateur. Donc le bon manager, c'est celui qui sait évaluer ses collaborateurs, qui sait dire quand ça va ou quand ça va pas, bravo et pas bravo. Et là au moins, la méthode de Carglass ne me laisse pas de glace. Bon, hier, j'ai fait la même à Lyon, et ben, ils ont vachement rigolé. Vous êtes de plus rude, hein, mais c'était la CGT jeune, alors peut-être qu'ils sont jeunes, quoi. Donc, en tout cas, il y a une phrase de ce manager qui, moi, je trouve est extraordinaire. Je vous demande un peu d'attention, je vais prendre mes lunettes parce que c'est tellement extraordinaire, cette phrase. Il y a quelque chose d'un peu philosophique, quoi. Hein. Je vais vous lire, c'est une vraie phrase. Hein. Je vous le dis d'abord, hein, qu'on ne se trompe pas. Je ne l'ai pas inventée, je vais vous la lire. Alors, voilà ce qu'il dit. On veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise « Waouh !» Waouh! J'ai eu une expérience exceptionnelle. Je ne m'attendais pas en contactant Carglass à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. Et moi j'ai les poils, hein. Je sais pas vous, mais ça vous émotionne pas, ça? Franchement, c'est beau, quoi. Bon. On se fait le waouh ensemble, là? Allez, je donne le top. Waouh! Ça serait bien un peu de... Je suis pas sûr que vous bossiez pour Carglass, hein, si vous faites comme ça. Hein. Allez, dites-vous que, je sais pas moi, vous avez besoin de bosser chez Carglass, quoi. Allez, waouh! Ah là, déjà, on vous sent un peu plus motivé, quoi. Hein. On sent que vous commencez à avoir peur. Donc, en fait, c'est pas tout à fait celui-là. Hein. Le waouh chez Carglass, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas du tout ça. Ça waouh beaucoup plus.
C'est un waouh, comment on va dire, c'est un waouh qui part de très loin, et qui descend, et qui descend, et qui descend, et qui descend jusqu'à un waouh. Excusez-moi. Oui, parce que vous pensez réellement que le salarié chez Carglass, c'est un travailleur qui a des savoir-faire, qui remplace ou qui répare des pare-brises, un mec qui a une expérience professionnelle. Vous rigolez. Le salarié chez Carglass, il n'a qu'une mission, faire jouir le client. Il a en quelque sorte un sextoy qui est juste là, un objet pour le simple plaisir du client. Mais oui, parce que quand vous allez chez Carglass, ensuite, on vous rappelle et on vous demande « Alors, il était comment le waouh ?» Oui, parce qu'il y a un centre d'appel dédié à la satisfaction client. Bien sûr. Et donc, on veut savoir si le waouh... Et là, si vous répondez « Waouh, c'est pas bon pour le gars qui a changé votre pare-brise. Hein. » Si vous dites « Waouh, ah, le gars, il va voir sa photo sur le site de Carglass. Pour un peu, il va passer à la télé, il va faire une pub, quoi, hein, pour Carglass. » Ouais. Franchement, entre vous et moi, là, quand vous flinguez votre pare-brise et tout ça, vous appelez vraiment Carglass? Vous appelez qui? Ouais. En général, on appelle sa compagnie d'assurance. Hein? Oui. 70% des gens appellent d'abord leur assurance. Il y en a seulement 30% qui appellent Carglass directement. Ça veut dire qu'en réalité, la satisfaction client, on n'en a rien à cirer. Ils s'en foutent. Pour 30%, ils vont pas s'emmerder pour les 30% qui passent en direct, quoi. Non, ça sert pas à ça. Hein, la satisfaction client. Ça sert à mettre les travailleurs en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Eh ouais, en concurrence. Ton collègue, eh bien, c'est ton ennemi. Moi maintenant, quand on m'appelle pour me demander si j'ai été satisfait de quoi ou qu'est-ce, je leur fais un grand discours sur la satisfaction client et sur l'outil de domination que représente cette enquête de satisfaction. Je refuse de répondre. Oui, parce que mon pote Francis dit toujours que l'évaluation est le plus perfectionné des outils de domination parce qu'il allie deux choses. Il allie la peur et la servitude volontaire, oui, c'est ça que je voulais dire. Il allie la peur et la servitude volontaire. Alors la servitude volontaire, là je m'en réfère à Jacques Lacan qui nous explique que chacun en a besoin d'être dans le désir de l'autre. Hein. On a besoin de le désirer, il a besoin qu'il nous désire. Et en fait, l'évaluation est un système qui nous met à distance de ça, de crainte de ne pas être désiré par l'autre. On préfère se laisser faire par un système d'évaluation qui est loin de nous. Ça fait mal? Vous préférez... Est-ce que je peux faire ça aussi? Bon, je le garde alors. Donc là, c'est la deuxième mi-temps. Hein. Enfin, c'est la mi-temps. Normalement, on distribue c'est la pause des citrons, on distribue des oranges, mais là, pour question budgétaire de la CGT, il n'y a pas eu. Hein. Non, mais par contre, moi, je vais boire un petit coup. Vous énervez pas, ça va reprendre bientôt, la deuxième mi-temps. Ça va, vous êtes bien là? Hein, vous n'êtes pas trop endormi, non? Parce que vous êtes qu'à la première mi-temps. Alors, je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui s'emmerdent, ils peuvent partir. Hein, c'est pas grave, hein, enfin, je veux dire, je comprendrai. Puis en plus, vous n'avez pas pointé, donc personne ne va vous inquiétez pas. Alors en plus, j'ai pas de technicien son, quoi. C'est un truc qui déconne, quoi. C'est le coup d'envoi. Franchement, c'est ridicule, mais c'est pour vous, madame. Donc, c'est le coup d'envoi, et c'est les rouges qui s'emparent du ballon, et le demi d'ouverture, le numéro 10, essaie de s'infiltrer dans la défense, et des bleus, mais il n'y parvient pas, et il fait une faute, d'un avant. Bon,
ben voilà, tant pis, quoi. En 1962, c'est le procès du nazi Eichmann à Jérusalem. Lors de ce procès, la philosophe Hannah Arendt est présente et elle va en tirer un ouvrage, Eichmann à Jérusalem. Vous le savez certainement, Eichmann est un des personnages qui a participé activement à la solution finale à travers, lui il était chargé je crois de prendre les noms de tous les pauvres gens qui partaient dans les camps d'extermination. Voilà, il avait un rôle très actif. Et donc il a été jugé en 1962, il a été attrapé en 1961 en Argentine par le service secret israélien et amené en Israël pour être jugé. Et Hannah Arendt va écrire ce livre et elle va surtout étonner beaucoup de monde parce qu'elle va décrire le personnage de Eichmann comme un type assez banal finalement, qui n'avait pas forcément de haine vis-à-vis des juifs, qui n'était pas particulièrement antisémite pour l'époque, et qui n'avait qu'un seul objectif, c'était de progresser dans la hiérarchie. En fait, il était un bon fonctionnaire zélé, qui ne faisait que de faire ce qu'on lui disait de faire. Elle va en tirer un concept qui est pour moi un concept central et essentiel, et notamment dans la question du travail. C'est le concept de la banalité du mal. Je vous l'affiche parce qu'il est évidemment essentiel. Quand Hannah Arendt parle de la banalité du mal, ça arrive juste à la fin de son ouvrage. Elle en parle qu'une fois ou deux, très très peu, mais ça conclut d'une certaine manière cet ouvrage. Elle ne parle pas de la question du mal comme d'un point de vue religieux avec Satan, etc. Pas du tout. C'est pas cette acception-là. Ce n'est pas non plus l'acception comme quoi l'homme serait bon ou mauvais par nature, etc. C'est pas cette vision-là. Je vais vous lire la phrase tirée de l'ouvrage d'Hannah Arendt. Elle dit ceci: Eichmann n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée. Ce terme-là est essentiel. La pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal, si avec la meilleure volonté du monde on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Dernier ouvrage, en 1978, elle ajoutait « Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, serait-il en rapport avec notre faculté de penser ?» Moi aussi, j'ai été évalué. Quand j'étais prof, puisque j'ai été prof, j'ai été évalué, mais chez les profs, on appelle ça une inspection, comme à l'armée, vous voyez. Et quand on est inspecté, enfin, on a deux notes, en fait, on est noté. Tous les ans, une première note, c'est une note administrative. Il y en a qui sont dans l'enseignement par ici? Ah oui, il y en a deux, d'accord. Donc vous allez savoir comprendre exactement là où je veux en venir. Donc il y a une note administrative et une note pédagogique. L'inspection, c'est l'inspecteur pédagogique qui vient vous la nommer et il vient vous observer pendant 1 heure dans votre classe. En général, les profs font le cours spécial inspecteur, puis après, les autres fois, ils font leurs cours normaux, quoi, mais là, ils font le cours inspecteur. En général, on est prévenu quelques jours avant, on n'a pas beaucoup de temps pour se... Enfin, ça dépend si on est bien vu ou pas bien vu, en même temps, c'est vrai. Donc, et la note administrative, c'est le chef d'établissement qui la donne, et cette note administrative, elle a des critères quand même, c'est pas n'importe quoi. Il y a la ponctualité, l'assiduité, il y a l'efficacité. Ouais, déjà l'efficacité c'est un peu pas facile quand même. Comment on est efficace quand on est prof? Bon. Et puis alors il y a un critère moi, que j'aime beaucoup. Celui-là il est le rayonnement.
Alors voilà, le proviseur, là, il doit vous noter sur votre rayonnement. Voilà. Alors, on en rigole toujours, hein, mais n'empêche que c'est... Voilà. Moi, j'ai été inspecté et l'inspection, ça s'est mal passé. L'inspecteur m'a enlevé 6 points sur ma note pédagogique. 6 points. D'accord? Alors madame, elle dit c'est pas possible parce qu'effectivement on n'enlève quasiment jamais 2 points à une note pédagogique. Hein. Ils font jamais ça les inspecteurs. C'est pas vrai, ça n'arrive. Alors 6 points, je vous dis même pas, 1 point déjà c'est exceptionnel, alors 6. Alors ça a changé, ça a disparu sous Sarko, c'est revenu sous un autre nom, je ne sais plus lequel aujourd'hui. Bref, là on prépare les futurs profs, quoi. Et là, moi j'étais en charge d'aider, de préparer des coiffeurs et des coiffeuses qui avaient à peu près 40 ans, hein, en moyenne d'âge de 40 ans, pour devenir prof de coiffure, pour passer le concours. Et en gros, ces gens-là qui avaient fait comme étude un CAP, voire un brevet professionnel de coiffure, ils devaient, en 1 an, enfin en 9 mois, accéder au niveau Bac+4 du concours à l'écrit et oral de prof. Voilà, hop, c'était ça. Ils devaient acquérir en si peu de temps les compétences d'écriture argumentative, d'explication de leur métier pour devenir prof. Oui, parce que c'est comme ça que ça marche l'éducation nationale. Et donc, pour moi c'était important, parce que ces gens-là, ils avaient abandonné leur boulot. Le métier de coiffeur est un métier très difficile. Hein. À 40 ans, en général, ils arrêtent parce que c'est épouvantable. Ils respirent des saloperies. Ils ont les mains complètement bousillées par les produits chimiques, sans parler des clients qui sont casse-pieds. Bon, bref, et puis toujours debout, et puis pas de pause, et puis, enfin voilà, les conditions de travail épouvantables. Donc en général, moyenne d'âge, à 40 ans, ils arrêtent. Et certains se disent, ben voilà, j'ai des connaissances, je vais en faire profiter des jeunes pour les former à ces métiers-là, puisqu'il en faut toujours de toute manière. Donc voilà, donc moi j'étais chargé, par contre, moi je suis un ancien prof de français et histoire-géo de lycée professionnel. Donc moi j'étais chargé de les amener à se démerder, à réussir le concours à l'écrit et à l'oral. Voilà. C'était passionnant, je me suis régalé pendant 5 ans. Et donc quand il y avait des réunions de l'inspecteur de mon proviseur, bon, j'avais autre chose à foutre que d'aller m'emmerder dans une réunion. Et donc j'allais pas. Et c'est pas bien. Hein. Bon, en plus j'étais super mauvais en TIC. En TIC. Vous savez les TIC, enfin, vous les avez arrêtés, votre téléphone portable c'est un TIC. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Oui, parce que les téléphones portables, vous savez, c'est le truc qu'on donne des fois à certains salariés pour pas qu'ils se perdent, parce que comme ça on les géolocalise. Ah bon, t'es passé là à telle heure? C'est bizarre. Et puis c'est aussi, vous savez, c'est l'ordinateur portable qu'on donne à d'autres salariés pour que le soir ils puissent faire leurs devoirs quand ils rentrent, ou le week-end. Hein, vous savez, c'est aussi les mails. Vous connaissez les mails? C'est un truc incroyable, quoi. Quand vous rentrez du boulot, vous appuyez sur votre ordinateur et plein de mails, urgents, prioritaires, déterminants. Des fois, vous avez une bombe. TTU, très très urgent. Moi, en 12 ans de prof, 15 ans de prof, j'étais 15 ans de prof, voilà, j'ai jamais ouvert ma boîte mail académique. Jamais. Non, mais parce que en même temps, je n'avais pas suivi la formation ouverture de boîte mail académique. Et alors, à chaque fois, il me disait, mais enfin, vous nous bloquez tout. Ah, je ne sais pas faire. Et d'abord, j'ai pas d'ordinateur. Mais enfin, si, ah oui, mais je ne sais pas m'en servir, c'est à mes enfants. Bref, j'ai jamais. Et donc, du coup, le proviseur, quand il avait quelque chose d'important à me dire, à moi en particulier, bon, il faisait un truc de fou, quoi. Le gars, il se levait de son bureau, il mettait en mouvement ses membres inférieurs et se dirigeait vers la salle des profs où je me trouvais, et là, devant mes collègues présents, il pouvait me dire ce qu'il avait à dire, et moi je pouvais lui répondre haut et fort que non, je n'irai pas à votre réunion, certainement fort intéressante, monsieur le proviseur. J'étais dans un collectif. Mais bon, ça n'a pas suffi tout ça, enfin j'étais pas très bien vu, donc cet inspecteur est venu et il m'a enlevé 6 points et surtout il a fait un rapport. Et là le rapport,
Là, le rapport, il était un peu croustillant, quoi. Il expliquait dans ce rapport que le boulot que je faisais, franchement, ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien. Et puis que d'abord, j'étais pas un professionnel, quoi. Que je m'asseyais sur la table, que je mettais la main sur l'épaule des élèves, que j'avais un langage un peu familier, que bon, voilà, quoi. Il m'avait dit comme ça, d'abord, les élèves doivent faire leur métier d'élève. Je déteste cette expression, leur métier d'élève. Les pauvres membres, ils sont à l'école, quoi. Mais c'est bon, au calmos, quoi. Ils doivent faire leur métier d'élève, et vous n'êtes qu'un agent d'exécution de l'État. Ce truc-là, il avait sorti à une réunion à laquelle j'avais assisté, il avait dit là, à tous les profs, n'oubliez pas quand même que vous êtes des agents d'exécution de l'État. Et là, moi j'avais fait mon élève un peu dissipé du fond de la classe, j'avais fait comme ça, j'ai levé le doigt, ils aiment bien qu'on lève le doigt comme ça. Oui, excusez-moi monsieur, quand vous parlez des agents d'exécution de l'État, vous voulez parler de ceux qui, le 16 et 17 juillet 1942, ont amené tous les juifs au Veldiv? Ça ne lui a pas plu, non. Depuis ce moment-là, il y a eu une sorte de front entre nous. Et ce jour-là, il me l'a fait payer. Et en plus, il rajoutait dans son rapport, alors il ne le disait pas comme ça parce que lui, il écrivait bien, mais en gros, il disait que le travail que je faisais, c'était un travail de merde. Et là, franchement, ça m'a démonté, ce truc-là. Ouais, ça m'a démonté. Pourtant, un peu de gueule, quoi, hein, tout ça, mais là, je me suis senti attaqué au plus profond de moi, quoi. Je me souviens, quand j'étais au CNAM à Paris, j'avais suivi aussi des cours avec Christophe Dejour, justement, ce professeur de psychologie, de psychanalyse, etc., qui est spécialiste de la souffrance au travail, justement. Et il nous avait expliqué, il avait dit, voilà, tous les travailleurs ont besoin de s'entendre dire, un jour ou l'autre dans leur boulot, le travail que vous faites est un travail utile. C'est utile, c'est un travail de professionnel, et ça vous ressemble. C'est ce qu'il appelle le jugement de beauté et le jugement d'utilité. Et oui, on a besoin de s'entendre dire que le travail qu'on fait, c'est un travail qui nous ressemble. Et là, cet inspecteur, il me disait que le travail de merde, ça me ressemblait, donc j'étais une grosse merde, quoi. Ouais, il me disait ça. Parce que dans le travail, vous savez, on fabrique, on construit notre identité. Elle n'est jamais terminée, notre identité. On la construit. C'est un des socles de notre santé mentale. Et là, quand on détruit ça, on détruit toutes les bases de notre santé mentale. J'ai failli m'effondrer. Mais je me suis dit, mais non, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me démolir? C'est un salaud. C'est trop facile, ça, de dire c'est un salaud. C'est trop facile de dire le chef est un salaud. Ça ne me satisfaisait pas, cette histoire-là. Christophe Dejour dit que Eichmann était un normopathe. Un type presque normal, comme vous et moi. Et que dans son environnement proche, il était un gars presque sympa. Et puis que dans son environnement plus distant, il adoptait une froideur absolue, totale, qui pouvait justifier toutes les saloperies, qui pouvaient justifier toute cette banalité du mal. Il dit qu'il y avait là une inversion des valeurs morales. Et puis qu'en même temps, nous vivons dans un monde du travail normopathique. En fait, on est tous embarqués dans une histoire de distorsion de communication. C'est ce qu'explique Christophe Dejour. Cette distorsion de communication, ça nous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous savez, la compétitivité internationale, les Allemands sont meilleurs que nous, il faut le coût du travail est trop important, le fameux coût du travail. Il faut être performant, productif, flexible. C'est normal, there is no alternative. C'est ça qu'elle disait Margaret Thatcher. There is no alternative. Du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que là où il y avait auparavant des stratégies collectives de défense, malgré la pénibilité au travail, hein, avant, les gens, évidemment, ils se crevaient la tâche à bosser, bien sûr, comme aujourd'hui du reste, hein, parce que la pénibilité n'a pas disparu, je me rappelle, juste au passage, mais vous le savez, bien sûr. Donc, les gens, collectivement, ils se défendaient, ils avaient des stratégies collectives de défense. Aujourd'hui, avec l'individualisation de tout, l'évaluation individuelle des performances, le compte individuel de formation, individuel de pénibilité, tout est les objectifs individuels à atteindre, on individualise tous, tout, on casse les collectifs. Alors qu'est-ce qui se
passe? Eh bien, les gens, ils vont adopter des stratégies individuelles de défense. Parce qu'ils ont peur. Parce que si, comme c'est la guerre économique, les fragiles, il faut les dégager. Donc, chacun a peur d'être le fragile du groupe, quoi. Donc en fait, ça va justifier toutes les pratiques dégueulasses vis-à-vis de ses collègues, de ses subalternes. C'est ça la stratégie individuelle de défense. Il y a une inversion des valeurs morales. Alors peut-être que cet inspecteur, il était pris là-dedans. Je me perds un peu, hein. Vous m'en voudrez pas, j'espère. En tout cas, oui, je l'ai dit, hein, ces comportements, c'est des comportements de survie face à la peur. Toujours la fameuse peur. Ah oui, j'ai oublié de mettre un mot, le terme de reconnaissance, et par la même occasion, j'en rajoute un autre parce que, à l'issue de cette inspection et de ce rapport, je me suis mis en état de résistance. J'ai appelé les syndicats, et ça s'est passé au niveau national parce qu'effectivement, ils n'avaient jamais vu -6 sur une note pédagogique, et vraiment, hein, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, quoi. Non, parce que je veux dire, si jamais été autant, il fallait me dégager de l'éducation nationale. Enfin, il faut à un moment donné, il faut aller au bout de la démarche. Et donc, du coup, j'ai fait un contre-rapport que j'ai envoyé par la voie hiérarchique inversée. Alors, la voie hiérarchique inversée, vous passez d'abord par le ministre, et puis ensuite, vous allez vous envoyer à tous les autres subalternes, jusqu'à votre inspecteur. Hein. Vous ne passez jamais par l'inspecteur qui va, hop, ah ben là aussi il y a un plafond, là. Non, on n'arrive pas à faire remonter le truc. Bon, voilà. 3 mois plus tard, ce même inspecteur revient me re-inspecter. Il arrive comme ça, avec pareil, il va au fond de la classe, très bien. Je fais mon cours comme d'hab, pas plus, j'ai pas fait le cours spécial inspecteur, là le coup d'avant non plus, mais là non plus, je dis merde, je fais mon cours. Et là, +7. En 3 mois, j'étais passé du plus piteux des profs au plus grandiose des enseignants de France et de Navarre. J'avais résisté à un autre système de domination, j'avais laissé des plumes quand même, ça avait continué de me dégoûter de ce métier-là, enfin de ce système-là plus exactement, mais j'avais résisté. Mon pote Francis dit toujours, il est urgent de se remettre à penser, parce que l'absence de pensée ouvre la porte à un nouveau totalitarisme. Et méfiez-vous parce que ce totalitarisme, il est parfois là où on ne l'attend pas. Il ressemble parfois à un président jeune avec un beau sourire ultra bright, comme je disais. Ah oui, là, il faut que je siffle. Du côté des rouges, si vous voulez, c'est difficile, ils n'y arrivent pas. Les rouges, ils tentent tout, ils se cartonnent et tout ça, ils n'y arrivent pas. Alors là c'est comme si on vous disait, voilà, c'est pas possible. Alors là, il y a l'entraîneur qui arrive qui dit, bon les gars, c'est pas tout comme ça. Maintenant, on va mettre les barbelés, c'est Verdun, on va les renverser cul par-dessus tête, moi. On va leur rentrer dans la gueule. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on parle au rugby, ouais. Et maintenant, on met le paquet sur la mêlée. Vous connaissez la mêlée au rugby? La mêlée, c'est ce moment-là où il y a les 8 gars qui se foutent contre les 8 autres. C'est un moment exceptionnel, la mêlée. Parce que dans ce moment-là, il faut que tous les mecs, quand le demi de mêlée, vous savez, le demi de mêlée, là, les mecs un peu... Le demi de mêlée, quoi. Quand le demi de mêlée introduit le ballon comme ça, il attend le coup d'envoi de son talonneur qui tape sur l'épaule du pilier pour lui dire c'est bon, tu peux y aller. Là, il introduit le ballon. Alors il triche un peu, hein. Normalement on l'introduit comme ça, mais moi j'introduisais comme ça parce que j'avais compris qu'il partait du bon côté, quoi. Et donc, à ce moment-là, précisément, les 8 mecs, ils doivent pousser tous ensemble, mettre le coup de rein au même moment, alors que les gars, ils sont tous différents. Il y en a des gros, des maigres, des grands, des petits, des barbus, des chauves et barbus, des vieux, des moins vieux, des expérimentés. Ils sont tous différents. Mais là, au moment de la mêlée, dans ce moment intense, ils doivent tous pousser en même temps pour offrir le ballon au demi de mêlée.
C'est la quintessence du travail collectif, la mêlée, de la belle ouvrage. Mon pote Francis dit toujours résister, c'est créer. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai décidé d'être créatif. Alors, comme tous les gars de mon âge, à l'époque, pour être créatif, on nous envoyait au service militaire. Bon, alors du coup, moi, j'ai repoussé le plus possible et j'ai fait une préparation militaire pour repousser au maximum. Et puis là, ce jour-là, je me retrouve sur le plateau de Caylus. Vous ne connaissez pas le plateau de Caylus ici, hein. Le plateau de Caylus, c'est un plateau dans le Tarn-et-Garonne. C'est hostile. Bon, donc on se retrouve là, 60 jeunes comme moi, à attendre l'ennemi, en plein été, dans la nature hostile, comme ça, et avec un caporal-chef terrible. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les militaires, ils ne savent pas dire 1, 2. Non, mais c'est vrai, ils disent comme ça. Oui, parce que le caporal-chef, il marchait comme ça, tout le temps. Parce que si vous voulez, c'était un mec, il était immense, quoi. C'était une bestiace. Il était tellement musclé qu'il avait des muscles là. Ah non, mais j'avais jamais vu des mecs qui avaient des muscles comme ça, ils ne pouvaient pas foutre les bras comme ça, le gars, il était comme ça tout le temps. Et alors, bon, il n'était pas très fut-fut hein, non plus, bon, il était para, caporal-chef depuis 20 ans, bon, voilà, quoi, il avait un peu tout fait. Et là, donc, on était au début de la soirée, puis là, il nous dit oh, le petit gars, bon, là, camouflage. Alors, vous allez débrancher tout ça sur le casque et le visage du goudron, du charbon et tout ça. Allez, vous avez 20 minutes d'exécution. Et donc, voilà, on est tous partis dans la nature, aller chercher de quoi, voilà, la tenue de camouflage, quoi. Et alors, c'était un été, il y avait des fleurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez moi, j'aimais bien les fleurs, en plus. J'avais un côté un peu comme ça. Alors en plus, je m'étais grimé le visage de petits signes, vous savez, peace and love et tout ça. C'était sympa. Oui, parce que... non, mais c'était en même temps une espèce d'ode comme ça à la Pachamama, quoi, à la nature. Voilà. Mais je vous assure, c'était pas tout à fait par malice. Hein. Un peu quand même, mais c'était... Puis bon, je sais pas comment vous dire, j'avais quelque chose, un espèce de sentiment comme ça, que tout d'un coup on pouvait presque être libre dans ce monde. Et donc, vous savez comment ça se passe à l'armée, en général, il y a les grands et les petits, et quand on marche pas, il y a les grands qui sont devant et les petits sont à la fin. Et donc quand on se met tous en ringuette pour faire le garde à vous, il y a le grand là-bas, puis jusqu'au plus petit. Alors moi j'étais parmi les plus petits, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc voilà, quand on a eu terminé d'être en tenue de camouflage, on était là au rapport, quoi. Et là, le caporal-chef, il arrive doucement et il regarde, il passe ses revues entre eux, quoi. Il le regarde, tout ça, puis il arrive vers moi, quoi. Oh, mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas des pédés! Ah, je suis désolé, hein, c'est une citation, hein, je suis désolé, il parle comme ça, hein, les militaires aussi. Et là, moi, j'essaie d'expliquer, oui, chef, mais que voulez-vous, chef, c'est là, il faut rester proche de ses convictions et tout ça, chef. Bref, nous n'étions pas en temps de guerre, je n'ai pas été fusillé, et puis je ne suis pas allé au trou non plus, mais j'avais quand même fait mon petit acte de résistance. Bon, d'accord, un peu inutile, là, ça fait pas beaucoup. Oui, parce que, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le management, il prend naissance dans les fabriques du XVIIIe siècle, où il fallait bien surveiller les ouvriers, ces feignants et alcooliques. Hein. Vous savez bien, les ouvriers, ils sont feignants et alcooliques. Donc, il fallait mettre des petits chefs pour les surveiller, pour les mater. Et ils allaient chercher des anciens militaires.
Et donc, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, les méthodes de management sont des méthodes très militaires. J'en veux pour preuve le livre de Danielle Linhart. Elle raconte qu'elle est invitée dans un séminaire de managers, et quand elle arrive à la tribune, là, elle voit des militaires haut gradés, des généraux, je sais pas quoi, là, des grands gradés qui expliquaient voilà, le management, quoi. Des managers qui étaient tout ravis de voir ces messieurs en uniforme, quoi, hein. C'était sympathique. Donc vous voyez qu'il y a une filiation entre le management civil et le management militaire. Est-ce que je fais poète-poète là? Hein? Poète-poète? Non, non, mais moi je suis pour faire plaisir, être gentil avec les gens. Hein. Alors, bon, je mets pas le son parce que ça m'énerve. Donc la révolte continue à gronder chez les rouges, parce que les rouges ils sont souvent en colère quand même, hein, parce que tu vois, ils se font un peu. Ça continue à s'énerver, mais ils y essayent par tous les bouts et tout ça, puis à un moment donné ils n'y arrivent toujours pas, quoi. Et parce que les bleus, ils ont sorti une nouvelle tactique, un truc incroyable. Attendez, on me le dit dans l'oreillette là. C'est quoi la tactique des bleus? Non. RPS. Ah, c'est dégueulasse ça. On dirait RPS, quoi. Vous savez, quand c'est arrivé cette histoire de RPS dans les années en 2000, quoi, le terme de RPS est arrivé en 2000, quand c'est arrivé, on s'est dit oh là là, mais ça doit être une maladie contagieuse, honteuse peut-être. Non, c'est dégueulasse cette maladie. Parce qu'il paraît que les RPS, on les attrape dans les entreprises, hein, dans les entreprises privées, oui, je suis sûr. Il paraît même que dans les entreprises publiques, on attrape des RPS. Même dans des associations, dont je tairai le nom, on chope des RPS. Donc je vous assure, quand vous irez au boulot après la grève, il va falloir que vous vous laviez les mains. Hein, sans quoi vous allez. Ça va devenir une véritable pandémie. Hein, vous avez la trouille quand on dit pandémie. Hein. Ouais. Comme on voit, quand on dit pandémie, tout d'un coup ça évoque un personnage effrayant, Roselyne Bachelot. Hein? Ah oui, vous savez, Roselyne Bachelot, notre ancienne ministre des pharmacies, celle qui nous a vendu tous ces vaccins en stock là, pour pas cher. Alors, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre des pharmacies, mais qui nous a quand même sorti la réforme de l'hôpital, quoi, hein, avec le paiement à l'acte, toutes ces saloperies qui font qu'aujourd'hui on va pouvoir commencer à privatiser progressivement les brancardiers, plein de petits métiers comme ça qui étaient avant des fonctionnaires. Roselyne Bachelot. Et oui, les RPS, mesdames et messieurs, c'est une tactique et une stratégie des Bleus. D'accord, c'est dans la loi, d'accord, aujourd'hui c'est là, mais il ne faut pas se leurrer. Les RPS, c'est un piège, c'est une manière de dépolitiser la question du travail. C'est une manière de ne plus parler de souffrance au travail. Ça fait trop peur, la souffrance au travail. Parce que s'il y a souffrance, forcément, on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui produisent la souffrance pour d'autres, quoi, hein, qui génèrent la souffrance à d'autres. Donc, écoutez, on va faire appel à un expert en risques psychosociaux, si vous êtes d'accord, hein, il nous reste un petit peu de temps, et quelqu'un qui sait bien parler des risques psychosociaux, et lui aussi il va utiliser le PowerPoint manuel, mais j'ai besoin un peu d'enlever, oui parce que c'est manuel quoi, quand même. Hein. Alors, hop, voilà. Alors moi si vous voulez, les experts, je leur mets des lunettes, forcément, hein, et une blouse blanche, parce que c'est... En fait, je vous l'ai dit cet après-midi, c'est pour ceux qui étaient là, j'étais super nul en maths, donc j'ai un compte à régler avec les profs de maths. Donc et mon prof de maths, il avait toujours une blouse blanche. Voilà. Bien. Alors, oui. Oui, bonjour. Bon, donc, voilà, je vais vous expliquer un peu les risques psychosociaux. C'est pas compliqué, c'est aussi une formule mathématique. C'est R égale A multiplié par V. Pas dur. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous marquer. Donc, voilà. Les risques psychosociaux, c'est R, le risque, égale A, l'aléa, multiplié par V, la vulnérabilité. L'aléa, vous connaissez, hein, ce sont les tornades, les cyclones, en ce moment, on sait ce que c'est, on a entendu parler, les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis,
bon voilà, c'est un phénomène naturel, on peut rien y faire, c'est comme ça, et puis voilà. Et la vulnérabilité, par contre, on peut faire des choses, parce qu'on peut apprendre aux enfants à se mettre sous les tables en cas de tremblement de terre, on peut déplacer des populations, voilà, on peut dire à Trump de venir pour expliquer aux Américains qu'il faut qu'ils partent de Floride, enfin bref, là, on peut faire des trucs quoi, avec la vulnérabilité. Donc je vous propose qu'on regarde les risques psychosociaux à partir de ça, hein, de cette formule. Alors, on va prendre un exemple très simple. On va voir si vous êtes bon, si vous êtes encore en forme. Voilà, un volcan. Ça va, vous voyez bien le volcan? Ouais, hein? Alors, du coup, la formule, c'est quoi? R égale A plus multiplié par V moins. Ça va? C'est compréhensible? Même pour ceux qui sont nuls, oui, hein? Ben voilà, l'aléa il est fort, hein, vous voyez, et la vulnérabilité, comme il n'y a personne en dessous, ben voilà, hein, bon, on va s'emmerder, on s'en fout. Mais dans le cas où, sous le volcan, il y ait un match de rugby. Alors là, comment c'est notre équation? R égale A plus fois V plus, voilà, il y a des mecs qui comprennent, hein, et donc effectivement, ça craint, on va falloir faire un truc. Et bien pour les risques psychosociaux, ben, c'est pas compliqué, c'est la même chose. On va voir en fait que les risques psychosociaux, c'est égal à l'aléa multiplié par la vulnérabilité. L'aléa dans les risques psychosociaux, c'est l'organisation du travail, et la vulnérabilité, le human factor. Hein, vous connaissez le human factor? Hein, oui. C'est bien. Bon, alors on va regarder chacun des paramètres pour voir un peu comment on peut réduire les risques psychosociaux. Ça va pas être très difficile, mesdames et messieurs. On va commencer par l'organisation du travail. Voilà, hein, le facteur, l'aléa, l'organisation du travail. Donc l'organisation du travail, c'est quoi, hein? En quelques mots, eh bien ce sont des objectifs, hein, l'organisation du travail, bien sûr, hein, souvent inatteignables, des cadences. Voilà. C'est aussi une division du travail entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, hein, bien sûr, évidemment. C'est aussi un management, hein, l'organisation du travail. Également, on a de l'évaluation individuelle des performances, on a des compétences, on a besoin aussi de savoir-être. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne se comportent pas très bien quand même dans le travail, hein, parfois, alors voilà. Hein. Et il y a besoin un peu de compétition, quoi, hein, un peu de compétition entre les travailleurs. Enfin voilà, bon, ça c'est l'aléa, voilà, bon, l'aléa, there is no alternative, c'est bon, on va pas s'emmerder avec ça. On va passer à l'autre variable, si vous voulez bien. Hein, ça, donc le human factor, alors, human factor. Alors là, par contre, on va faire des trucs, hein, pour réduire les risques psychosociaux, je vous le rappelle. Hein. Vous suivez toujours, hein, j'espère, hein, parce que bon, hein, bon voilà. Alors, human factor, alors la première étape, quand même, pour réduire les risques psychosociaux et pour agir, pour faire baisser la vulnérabilité, on va commencer par une phase de dépistage. Hein, et pour cela, on va faire appel ils sont... ah ben oui, si, bien sûr. Non, ben non, je les ai plus. Ben alors, ils sont partis. Non, vous inquiétez pas, c'est... Ah ben alors... Bon, ben normalement, on fait appel à des experts qui connaissent les mesures, hein, qui savent compter et mesurer pour pouvoir dépister convenablement. Hein, ouais, d'accord? Des experts. Alors, en 2008, le manager de l'équipe des Bleus, c'est Xavier Bertrand. Oui, ministre du Travail. Alors, il a entendu parler des risques psychosociaux, mais il ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Donc, il commande un rapport à deux spécialistes, à deux experts. Donc, il y a, c'est Philippe Nas, je crois, attendez, non, c'est, je vais me tromper quand même. Nas et Légeron, ils s'appellent, les deux chapeaux. C'est Philippe Nas et Patrick Légeron. Alors, le premier, Patrick Légeron, il est psychiatre et consultant, et patron du cabinet Stimulus, ça ne s'invente pas, hein. Patron, oui, c'est lui qui donc du coup, spécialiste en risques psychosociaux. Et le second, Légeron, il est juriste et statisticien. Comme ça, au moins, on est peinard au niveau de la mesure et des chiffres, on va être au poil, hein. D'accord? C'est bon? Vous le tenez ça? Bon, d'accord.
Bien. Alors donc dans la phase de dépistage, je sais que j'ai mis mes papiers. Oui, dans la phase de dépistage, évidemment, on commence d'abord par prélèvement sur l'atmosphère psychosociale à l'aide d'enquêtes. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en général, on fait beaucoup d'enquêtes sur les risques psychosociaux. C'est super important. Ensuite, on va faire un petit peu d'éducation aussi. Quand même, ça mange pas de pain. On va apprendre les bonnes pratiques managériales aux managers et les bonnes pratiques de soumission aux subalternes, évidemment. Et puis quelque chose d'essentiel et d'obligatoire, on va mettre en place un dispositif d'alerte. Et là, mesdames et messieurs, c'est obligatoire. Si vous ne vous soumettez pas à ça, ça peut être dangereux parce que si jamais vous avez un petit camarade qui va pas très bien, eh bien vous devez le dénoncer. Pardon, excusez-moi, le dire, enfin le cibler, parce qu'il faut cibler les populations vulnérables. Parce qu'en plus, si jamais vous ne le dites pas que votre petit camarade va pas bien, ça peut être non-assistance à personne en danger. Ah oui, et vous ne saviez pas, vous êtes dans la merde. Donc ensuite, une fois qu'on a ciblé la population vulnérable, eh bien, on va isoler les sujets faibles. Ça c'est bien, ici j'ai mis isoler les sujets faibles. Alors, une fois qu'on a isolé les sujets faibles, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis arrive l'autre phase. Voilà. L'autre phase qu'on appelle la phase de désintoxication. Alors dans cette phase de désintoxication, eh bien, on a les traditionnels antidépresseurs, classiques, mais ça marche encore toujours un peu, voilà. Et puis on a aussi des séances de relaxation pour apprendre la zen attitude. Ouais, vous avez des personnes qui viennent comme ça entre midi et 2 dans l'entreprise pour vous apprendre à respirer, à détendre les sphincters, enfin, vous voyez, un truc comme ça. Voilà. Et puis, on va vous donner aussi un numéro vert. Comme ça, vous allez pouvoir appeler, ça va pas, oui, allô, je vais pas bien, tout ça, voilà, vous allez avoir un psy au bout du fil, c'est allô machin, pour ceux qui connaissaient France Inter, voilà. Et puis, dans certaines entreprises, il faut un truc extraordinaire, en plus des tickets resto, ils vous proposent des tickets psy. Le ticket psy, oui, si vous achetez des carnets de tickets psy, comme on achète des carnets de tickets resto, c'est l'entreprise qui paye à 90%. Ça vaut le coup, des carnets. D'abord, l'entreprise aura au préalable vérifié que les psys étaient bien quand même, voilà. Et donc vous avez 5 séances, pas pour pas cher, 10, etc. Et puis après, vous allez mieux. Et puis bon, évidemment, comme désintoxication, on a la traditionnelle maison de repos. Voilà, c'est bon? Alors, quand même, après on dit qu'on fait rien pour vous, mais tout de même, il y a des trucs qui sont faits. Alors évidemment, une fois que tout ça est fait, eh bien, alors, excusez-moi parce que c'est un PowerPoint, alors donc il y a des flèches. Voilà, alors voilà les flèches. Alors, tout ça, ça a marché ou ça n'a pas marché? Alors, oui, ça a marché, et non, ça n'a pas marché. Alors oui, si ça a marché, dans ces cas-là, le gars ou la fille, elle peut tranquille retourner au boulot, voilà. Alors si ça n'a pas marché, bon par contre là on est dans la merde. Si ça n'a pas marché, attendez, j'ai une flèche, voilà. Alors, si ça n'a pas marché, alors on passe à une autre phase. Voilà, ça n'a pas marché. C'est un PowerPoint, donc il y a des flèches, d'accord, vous comprenez, parce que c'était important de. Donc c'est la phase élimination. Alors là, on a plein de petits trucs. On peut inviter les gens à partir en retraite prématurément. On va plus exactement les obliger à partir en retraite prématurément. On peut, je sais pas, leur trouver un reclassement. Voilà. On peut leur proposer un licenciement. Et vous imaginez pas comme ça va être sympathique bientôt quand il y aura la loi travail. Saison 2. On peut leur proposer aussi une longue maladie. Enfin, on leur propose. Vous avez compris, on leur propose pas vraiment. Voilà, là c'est bien parce que comme ça, c'est la Sécu qui paye. On se fait pas chier. Ou bien on peut leur trouver une petite faute professionnelle. C'est pas difficile de trouver des fautes professionnelles. On arrive toujours à trouver des fautes professionnelles. Donc voilà. Donc la phase élimination. Ah oui. Ah oui, attendez. J'ai oublié un truc. Alors. Ouais, oui, il y a
il y a un cas intermédiaire quand même, ouais, qui est, oui, ouais, hein. Oui, parce que alors là, si vous voulez, on s'est dit oui, ni non, enfin, c'est pas trop, et donc bof. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe là, on invite le travailleur à aller dans un sas un peu particulier pour pas qu'il contamine ses petits camarades, quand même, c'est important tout de même. Hein. Donc on l'amène dans ce sas et là, on lui donne pas de boulot, hein, il n'a pas de téléphone, pas de dossier, il va pas en réunion. Vous connaissez voilà. Hein, voilà, c'est le placard. Ah oui, alors... oui. Alors bien sûr... C'est un PowerPoint, donc il y a des flèches qui rebouclent, enfin oui, c'est un truc... Ça là, quand même, qu'on ne se trompe pas non plus, hein, parce que, voilà. Alors, et puis il y a un cas un peu particulier d'élimination, là, si vous voulez, c'est le cas où le gars, il a pris conscience de l'irréversibilité de sa pathologie, hein, et il décide de l'auto-élimination. Dans le jargon, on appelle ça le suicide. Je ne voulais pas rentrer dans un système où la communication pouvait impacter le moral d'un certain nombre de personnes qui sont par nature fragiles. C'est-à-dire qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui enchoque tout le monde. À cette mode du suicide, cette mode du suicide. La mode du suicide, vous ne connaissiez pas, hein? Vous l'avez reconnu? Lui, c'est Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom en 2009. Alors qu'il y a tous ces suicides dans son entreprise, il dit oui, la mode des suicides. Moi, j'avais connu la mode des patères, mais la mode des suicides, ça m'avait échappé quand même. En fait, là, il fait l'aveu de son mépris, quoi. Du haut de sa classe sociale, il fait l'aveu de son mépris. Alors vous savez que Didier Lombard est actuellement en procès parce qu'il est démontré qu'il a mis en œuvre sciemment des méthodes délétères pour démolir les gens, pour les amener à quitter leur travail. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un peu infect et devant les caméras, il parle de la mode des suicides. Mon pote Francis dit toujours les parachutes dorés peuvent toujours servir à emballer la viande. C'est un comique, ce Francis. Bien, alors, oui, moi je vais arrêter. En plus, dans le rapport Nas et Légeron, donc de 2008, en cas de suicide, il propose quelque chose qui, moi, m'a choqué. Il propose qu'en cas de suicide, il faut faire une autopsie du défunt. Tu vois, le mec, il s'est pendu, il s'est tiré de balle, on va faire une autopsie. Mais là où c'est un peu particulier, il parle d'autopsie psychologique. Alors, je me suis demandé, mais c'est quoi une autopsie psychologique? C'est quelque chose qui existe, hein. Il y a une définition claire donnée par l'INSERM, notamment avec des critères très précis. Alors moi, je me suis dit, tiens, ça peut être quoi une autopsie? Allez, imaginons un expert en autopsie psychologique. Alors le gars, il arrive, alors l'expert, il a des lunettes, toujours pareil, et puis lui, en plus, il a une cravate. Bon, on va lui enlever ça, quand même, on va y mettre la cravate. Un expert. Voilà, les experts, ils ont toujours des cravates, vous avez remarqué? Voilà. Bon, assorti, hein, il faut qu'elle soit assortie, la cravate. Donc l'expert, il arrive comme ça chez la femme du défunt. Oui, oui, bonjour madame, Robert Truchy de Truchy & Truchy Corporate, expert en autopsie psychologique, voilà. Donc écoutez, il va falloir qu'on arrive à trouver un consensus, hein. On ne vous inquiétez pas, c'est juste la routine. Voilà, on m'a dit que votre mari s'était suicidé, qu'il avait laissé une lettre dans laquelle il dit, je cite, « Si je vais faire à mes jours, c'est à cause de l'entreprise, entièrement de l'entreprise et seulement de l'entreprise. Bon, on ne va pas se contenter de ça, ce serait pas professionnel. » Alors, oui, première question, madame. Est-ce que votre mari a fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 5 ans? Est-ce qu'il avait des relations fusionnelles avec sa maman? Est-ce que vous avez
Vous aviez des relations sexuelles? Ouais, en fait, je sais pas quelles sont les questions qu'on peut poser dans ce cas-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va chercher? Ah ben, on va chercher surtout à dédouaner l'entreprise. On va surtout chercher à trouver une cause personnelle, individuelle. Mais évidemment, on a tous des fragilités, tous. Mais sauf que le travail ne doit pas servir à aggraver nos fragilités. Ça ne doit pas servir à ça, le travail. Bien sûr que si on fouille, on va trouver des causes qui sont extérieures au travail. Mais si c'est le travail qui aggrave nos situations, il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans le travail. Je crois. Ah oui, mon pote Francis dit toujours que c'est de leur vivant qu'il faudrait autopsier les experts. Bien, je ne sais pas si ça vous convient bien comme ça, ce tableau. Ouais, vous trouvez que finalement l'organisation du travail vers une alternative, quoi. Ouais. Bah, écoutez, je sais pas, moi je me disais que peut-être les objectifs inatteignables, qui sont de plus en plus inatteignables quand même, pour bon nombre de travailleurs, et quel que soit le niveau, parce que chez les ingénieurs, les objectifs inatteignables sont de plus en plus importants, évidemment. Donc peut-être qu'on pourrait se dire, allez, on va baisser les objectifs, et puis on va augmenter les moyens donnés pour bien faire son travail. Et puis les cadences, évidemment, les cadences ont augmenté. Et pour preuve, c'est que les troubles musculo-squelettiques ont explosé. Vous savez que depuis que les troubles musculo-squelettiques sont rentrés dans le tableau des maladies professionnelles, c'est la maladie professionnelle la plus importante. Et elle est liée notamment à l'augmentation des cadences. Donc évidemment, baisser les cadences c'est essentiel, mais pas seulement l'augmentation des cadences. Également au fait que chacun d'entre nous dans le travail, à un moment, on est tellement stressé, on est tellement poussé à cran qu'on développe des troubles musculo-squelettiques aussi. Ça n'est pas que les cadences physiques qui amènent les troubles musculo-squelettiques. Donc un des vrais combats, qui pour moi est un des combats centraux, c'est le combat sur la santé au travail. Ensuite, la division du travail entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent m'exaspère, et j'ai plus envie qu'on parle de l'intelligence du travail, de la métisse dont on parlait de Mamadou par exemple, et qu'on s'intéresse au travail réel, plutôt que d'imaginer qu'il n'y a que le prescrit nécessaire mais pas suffisant. Le management, pour moi il y a un management intéressant dès l'instant qu'on peut poser sur la table la conflictualité. Parce que, évidemment, il y a toujours des conflits de logique entre ceux qui tiennent les rênes du navire et puis ceux qui pagaient en dessous. Donc, cette conflictualité, il faut la mettre il faut la poser sur la table. L'évaluation, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. On ne peut pas mesurer le travail en réalité. Le travail ne se mesure pas. On mesure éventuellement le résultat du travail. Si on a produit 100 ou si on a produit 50, ça se mesure. Mais tout ce qu'on engage dans notre travail, toutes nos expériences et nos savoir-faire, ça ne se mesure pas. Donc ça n'a pas de sens de mesurer le travail. Et évidemment, dans les évaluations, ce dont il faudrait peut-être discuter, c'est comment on augmente les marges de manœuvre. Comment on rend compte, plutôt que de parler de compétences, de la professionnalité des gens, et pas des compétences. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la fusée Macron, aujourd'hui c'est la loi travail, demain c'est la formation. Et dans la formation, ils vont nous bassiner avec les compétences. C'est une manière comme ça de pouvoir gérer l'employabilité et de vous utiliser avec votre livret de compétences, l'ancien livret ouvrier, quoi. Vous arriviez pour vous vendre à un patron, mais on est plus que ça. Donc parlons de la professionnalité, qui est beaucoup plus large que la question des compétences. Bien sûr, le savoir-être, c'est une absurdité qui n'a aucun sens dans le monde du travail, parce que le savoir-être, on l'apprend à l'école et surtout avec ses parents. Le savoir-être dans une entreprise, ce dont on doit discuter, c'est des savoir-faire, mais pas des savoir-être. On n'est pas des gosses, merde. La compétition, je préfère le mot de coopération. Christophe Dejour parle des 3 formes de coopération vers lesquelles il faut tendre, en tout cas sur lesquelles il faut travailler. La coopération verticale avec la hiérarchie, la coopération horizontale avec nos collègues et la coopération transversale avec les usagers, les clients, etc. Ces 3 formes de coopération
pour lutter contre la souffrance au travail, évidemment, elles sont essentielles. Et puis, évidemment, moi je pense qu'il faut travailler, œuvrer pour permettre que les collectifs de travail se développent davantage, reviennent, et pour se donner un des mots qui me semble clé, du pouvoir d'agir. Donc vous l'avez vu, bien sûr qu'il y a des alternatives. Le There is no alternative de Margaret Thatcher est une saloperie. Sur ce PowerPoint, je terminerai par un élément sur les mots. Moi je pense que les mots sont importants. On nous parle de risques je vais mettre comme ça, sociaux. Alors, vous avez vu, toute ma démonstration sur la question des risques naturels tente à vous amener à réfléchir sur l'idée que la notion de risque amène quelque chose de très scientifique, presque d'hygiéniste. Et il faut s'en méfier parce que vous savez, les risques psychosociaux, ça a été fabriqué, la prévention des risques psychosociaux, sur la base de la prévention des risques chimiques, physiques, et donc on a calqué ça, tout simplement. Donc il faut se méfier de cette idée-là, et donc plutôt que de risques, moi je préférerais qu'on parle de troubles comme on parle des troubles musculo-squelettiques, après tout, on parle de choses qui sont là et qui arrivent, et voilà, dans les mots composés, en bon français, le premier mot indique un rapport de causalité. Donc dans risques psychosociaux, eh bien la psychologie, ou en tout cas les éléments psychologiques sont la cause de tout ce qui va se dégrader. C'est comme si l'individu, par ses troubles psychologiques, amenait les risques psychosociaux. Donc moi je préférerais qu'on inverse, vous voyez, et qu'on parle de troubles sociaux psychiques. Parce que dans ces cas-là, on dit que c'est l'organisation du travail qui est première dans la question des risques psychosociaux, et pas l'individu. Et que donc tout l'effort doit être mené sur la question de l'organisation du travail, et pas de l'individu qui serait plus ou moins fragile. J'ai pas fini. Oui, on peut croire que c'est une conclusion. Ça s'appelle une fausse conclusion. Hein, voilà. Alors j'enlève la cravate parce que ça, j'aime pas. Ah oui, pardon, je fais poète. J'oublie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du match de rugby en 1999. C'était la Coupe du Monde et la France est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde en Angleterre. Et là, ce jour-là, c'était la demi-finale contre les All Blacks. France All Blacks. C'était en 99, un match dantesque, extraordinaire, magnifique. Et là la France se trouve face à une équipe de All Blacks extraordinaire parce qu'il y a un joueur exceptionnel à cette époque-là, c'est Jonah Lomu. Ce type-là, il fait 1m96, 120 kg et il joue ailier. C'est un 3/4, c'est une gazelle. En réalité, c'est un monstre, quoi. Il effraie toute la planète rugby à cette époque-là, en 99. Il est au sommet de sa gloire. Et en face de nous, on a le joueur le plus petit de l'équipe, c'est Christophe Dominici. Le gars, il fait même pas 1m80, même pas 80 kg. C'est David contre Goliath, quoi, vous voyez. Alors, vous savez, les matchs contre les All Blacks, ça commence toujours par le haka. Hein? Et là, tout le monde à la trouille, quoi. Tout le monde à la trouille. Et là, je ne dis pas qu'on avait la trouille quand on s'est trouvé en face. Ça s'est arrêté ou pas? Je me méfie. Et puis là, à un moment donné, Jonah Lomu récupère le ballon. Il récupère le ballon, et dans une charge incroyable, il explose littéralement 5 Français, dont Abdelatif Benazi, qui est seconde ligne et qui est pourtant un gros costaud, quoi, chez nous. Il explose tout le monde. Et il va aplatir dans la rue. Et là on se dit, ça y est, c'est foutu, quoi. Les All Blacks, ils sont trop forts, Lomu et tout. Et puis,
Et puis à la 57e minute, ou 58e peut-être, le demi de mêlée, vous voyez Fabien Galtier sort le ballon du pack, tape un coup de pied à suivre, qui part dans les airs, qui tombe dans la boîte et sur un rebond incroyable, tout d'un coup, surgit Christophe Dominici, il s'empare du ballon, il va aplatir en terre promise le précieux. Et là, mesdames et messieurs, là, la peur a changé de camp. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, c'est bien fait, bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. On était fous, c'était trop beau. Extraordinaire, bien joué de la part de Fabien Galtier, coup de pied dans la boîte, comme on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Et ouais, on a gagné le match, mais on a perdu en finale. Et oui. Mon pote Francis disait toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand le crabe t'a emporté, Francis, on ne parlait pas encore de la loi travail et on ne parlait pas non plus des suicides sur les lieux de travail. Si tu étais là avec nous, tu saurais nous raconter les gestes de métier, les savoir-faire des gens. Parce que tu étais tellement proche des travailleurs quand tu intervenais dans les entreprises, tu savais tellement les écouter, comprendre leurs difficultés et œuvrer pour faire en sorte qu'ils s'en sortent davantage, qu'ils ne perdent pas leur vie à la gagner. Si tu étais avec nous, Francis, tu viendrais avec nous manifester contre cette loi travail XXL. Tu serais dans la rue avec nous. Tu te battrais avec nous. Si tu étais avec nous, Francis, tu nous expliquerais qu'on ne peut pas rester sans rien faire, qu'il faut continuer à penser le travail, parce que le travail c'est central dans nos existences. Si tu étais là, Francis, et tu serais dans cette salle, et puis tu ferais tout pour que les gens partent au travail en sifflant. Mais t'es pas là, Francis. Mais t'es pas là, mais regarde, on est nombreux ce soir, et on était nombreux cet après-midi, on sera encore plus nombreux, parce que le travail est un sport collectif. Merci. À Pascal et à la CGT à l'idée d'avoir invité. Avec les conférences restituées, souvent on propose des ateliers d'éducation populaire parce que évidemment c'est à vous que revient la parole, c'est à vous de raconter ce que vous faites et ce que vous vivez dans vos lieux de travail. Donc bon, on le fera pas ce soir parce que évidemment c'est une grosse journée. Mais en tout cas, voilà, et là, je vous laisse sur cette musique du chant des partisans, chantée en brésilien et en français. Merci encore. On peut applaudir et remercier Christophe pour cette prestation.